Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Changement climatique et biodiversité, des enjeux étroitement liés, qui est le 9e webinaire organisé par les partenaires du Groupe régional adaptation au changement climatique, le GRAC, dont vous voyez les membres partenaires, les logos des membres affichés à l'écran. Je pense qu'on va pouvoir lancer ce webinaire. Donc pour ça, je vous propose d'accueillir François Rollin, donc, qui est directeur de la délégation de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse à Besançon. Monsieur Rollin, je vous laisse la parole. Merci Camille. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, c'est à moi que revient l'honneur de dire quelques mots en introduction de ce webinaire à l'action, proposé, comme vous l'a dit Camille, dans le cadre de l'action du GRAC, donc ce groupe régional État-région qui regroupe un peu toutes les directions des services de l'État et de la région mobilisés sur le sujet de l'adaptation au changement climatique au sens large. Donc, tous les logos s'affichent. On retrouve évidemment l'ADEME, les agences de l'eau, l'Office français de la biodiversité, l'ARS, côté État, DRAF, DREAL, SGAR, la région, évidemment, hein, tous les services de la région. J'espère que j'ai oublié personne. Ce collectif, ce GRAC, depuis quelques années, son objectif, c'est de mobiliser et d'accompagner les acteurs des territoires sur ces questions d'adaptation au changement climatique. Donc mobiliser, sensibiliser, vraiment mettre en mouvement et puis également accompagner, proposer des solutions, des outils, des méthodes pour prendre en compte toutes ces problématiques. En le faisant, c'est pas forcément le plus simple, mais de manière coordonnée entre nous, parce que voilà, on a tous une action sur le sujet. Mais on a besoin vraiment de travailler ensemble pour que cette action soit coordonnée. Donc, mobiliser, c'est vraiment un des objectifs prioritaires pour notre GRAC. Pour ce faire, on s'appuie beaucoup sur l'action d'Alter Bourgogne-Franche-Comté, l'action de Camille, avec notamment ces webinaires à l'action qui sont proposés. C'est des webinaires thématiques au rythme d'à peu près 2 par an, je crois, sur les dernières années, en moyenne, depuis 2021. Donc, voilà, on n'en est pas à notre coup d'essai sur ces webinaires. Et ils vous proposent d'explorer un sujet, une thématique particulière avec des intervenants pour bénéficier de leur retour d'expérience et puis faire un point sur ces sujets. Donc ce sera le sujet d'aujourd'hui sur les liens entre les crises climatiques et la crise de la biodiversité et comment on peut travailler pour vraiment s'adapter au mieux et souffrir le moins possible de ces crises. Sur le volet accompagné, j'en dis quelques mots parce qu'on a une action qui est importante, qui est en cours. On souhaite mettre à la disposition des territoires qui ont la volonté d'engager une trajectoire d'adaptation au changement climatique, de définir une stratégie à l'échelle de leur intercommunalité, par exemple, d'adaptation au changement climatique. On a un appel à manifestation d'intérêt en cours qui propose un accompagnement sur cette adaptation au changement climatique. Cet AMI, vous le retrouvez facilement sur Internet. Il suffit dans Google de taper AMI adaptation BFC ou AMI changement climatique BFC. Vous tombez dessus assez rapidement avec des candidatures que nous attendons jusqu'au mois de mars. Jusqu'à fin mars, je crois. J'en dis déjà quelques mots, mais je crois, enfin, il me semble que c'est prévu également de vous en parler un peu en conclusion. Mais comme ça, vous aurez eu l'info 2 fois et c'est important parce que c'est une action qu'on lance en parallèle de ces webinaires et de plein d'autres actions dans le cadre de ce GRAC qui nous tient à cœur et qu'on fait vivre avec vous au quotidien. Je reviens au thème de la matinée. Comme c'était fort justement indiqué dans l'invitation que vous avez reçue pour ce webinaire, les crises, elles sont liées. Le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité sont pas étrangers l'un à l'autre. Et malheureusement, ces deux crises s'alimentent l'une l'autre. Le changement climatique ayant un impact très fort sur la biodiversité dont nous avons besoin pour à la fois atténuer le changement climatique, mais également nous y adapter. Donc, on a vraiment un enjeu majeur à travailler à la fois sur ces sujets
Et ce qu'on peut faire au niveau local de manière assez rapide et si on est bien organisé, c'est vraiment restaurer les fonctionnalités de nos écosystèmes pour essayer de sauvegarder au maximum et d'amplifier et de bénéficier au mieux de tous les bénéfices et tous les services qui peuvent nous apporter. Donc, je crois que voilà, ce sujet des solutions fondées sur la nature, de la restauration des écosystèmes sera au cœur de ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Donc, c'est un webinaire très important pour échanger sur ces sujets. On est sur des sujets qui sont au cœur de l'action des agences de l'eau. C'est ce qui justifie aussi que je m'exprime en introduction de ce webinaire. L'adaptation au changement climatique, la restauration, la reconquête de la biodiversité, ce sont des enjeux très importants et des objectifs principaux des programmes d'intervention des agences de l'eau. Nos 12e programmes commencent, hein. Vous savez qu'on a des dispositifs d'aide qui courent sur des périodes de 6 ans. Donc là, on attaque une nouvelle période 2025-2030, hein, sur les 3 agences de l'eau sont dans le même timing. Et on a évidemment placer ces sujets de la restauration des fonctionnalités de nos écosystèmes au cœur de nos programmes pour travailler sur l'adaptation au changement climatique, pour travailler sur la restauration de la biodiversité. Et donc, on est mobilisé comme nos autres partenaires du GRAC aux côtés des acteurs des territoires pour avancer le plus vite et le plus fortement possible sur tous ces sujets. Voilà, je ne serai pas plus long parce que l'essentiel est dans le propos des personnes qui vont s'exprimer après moi et qui vont pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci à vous, Monsieur Rollin. Donc, au programme de ce webinaire, on a une première introduction sur les enjeux croisés, changement climatique et biodiversité, qui est une intervention qui a été préparée par Eve Afonso du laboratoire Chrono-Environnement de l'Université de Franche-Comté. Ensuite, on aura un petit focus sur les solutions fondées sur la nature et la renaturation de cours d'eau par Charlotte Bertin de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. Et puis un retour d'expérience donc, qui viendrait illustrer tout ça par la renaturation de la Bienne par Romain Bélier du PNR du Haut-Jura. Et en fin de webinaire, donc, on fera un focus sur les ressources régionales, donc présentation du programme Life Artisan et d'autres ressources disponibles en région par Emmanuel Toris de l'OFB. Avant de commencer et de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je voulais vous proposer un petit quiz. Donc, première question, parmi les espèces donc, animales et végétales qui sont évaluées en Bourgogne-Franche-Comté, quelle est la part qui est classée comme menacée? 16%, 28% ou 42% des espèces? Deuxième question, en France, les cours d'eau rencontrent un obstacle à leur écoulement type barrage, seuil, en moyenne tous les 4 km, 9 km, 12 km. Et troisième question, quelle est la valeur monétaire qui est associée aux services écosystémiques en France? Un peu plus compliqué celle-là, donc 2 à 5 milliards d'euros, 6 à 17 milliards d'euros ou 18 à 49 milliards d'euros. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre et puis on en reparle juste après. Alors, sur la première question, sur la part des espèces évaluées qui est classée comme menacée en Bourgogne-Franche-Comté, on est bien sur 28%. Donc, en précisant bien qu'on est sur les espèces, parmi les espèces évaluées, pas sur les espèces totales qui sont présentes en Bourgogne-Franche-Comté, mais celles qui sont évaluées. Donc, ça, c'est un chiffre qui est issu de l'Agence régionale de la biodiversité, donc qui porte l'Observatoire régional de la biodiversité, l'ORB. Sur l'écoulement des cours d'eau, on a bien en France donc un obstacle en moyenne tous les 4 km, donc que ce soit des barrages ou des seuils. Voilà, vous voyez sur la carte, donc, qui est issue de l'Observatoire national de la biodiversité, donc qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on est plutôt dans la fourchette haute dans les obstacles à l'écoulement. Mais voilà. Et sur la valeur monétaire donc associée aux services écosystémiques, donc on est bien sur une fourchette à minima qui se situe entre 18 et 49 milliards d'euros. Donc ça, c'est un chiffre qui est issu d'une étude de France Stratégie qui a évalué la valeur monétaire de 8 services écosystémiques, donc ceux qui sont affichés à l'écran. Donc la pollinisation, la production agricole, la rétention des sols, la purification de l'eau, le contrôle des inondations, les usages récréatifs, la séquestration du carbone et la récolte du bois. Donc c'est pas exhaustif comme liste de services écosystémiques. On n'a pas par exemple les services
sur la santé, sur le tourisme, puisque les usages récréatifs, ça ne prend pas en compte le tourisme dans cette étude, la régulation du climat local, enfin voilà, encore tout un tas de services écosystémiques qui ne sont pas évalués. Mais en tout cas, sur ceux évalués, on est déjà dans une fourchette qui est relativement haute. Je vous renverrai les détails de l'étude si ça vous intéresse d'aller creuser, d'aller un peu plus loin. Alors pour ce propos introductif, je vais rien vous apprendre sur le fait que la biodiversité globale est en déclin depuis quelques décennies. Donc, par ailleurs, l'évaluation mondiale de l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité, souligne que ce déclin est en majeure partie imputable aux activités humaines, hein. On va le voir. Et puis, parmi les facteurs de déclin, donc, il y a le changement climatique qui a un impact grandissant sur les écosystèmes et la biodiversité. Donc, le changement climatique va exacerber les pressions qui sont déjà exercées sur le vivant et le changement climatique va être lui-même exacerbé par la perte de certains services écosystémiques. Donc, pour expliquer tous ces liens et enjeux croisés entre changement climatique et biodiversité, on avait fait appel à Eve Afonso, qui est maîtresse de conférence donc, au laboratoire Chrono Environnement. Malheureusement, Eve Afonso est souffrante ce matin. Donc, ce qu'on a convenu un petit peu au pied levé, c'est que je puisse vous montrer son diaporama qu'elle avait présenté, qui est assez clair et qui vous permettra d'avoir les concepts principaux qui vont nous permettre de dérouler ensuite la suite du webinaire. Par contre, on proposera à Eve Afonso d'enregistrer son intervention a posteriori quand elle sera rétablie, ce qui nous permettra de l'intégrer au replay. Donc voilà, si vous voulez ensuite pouvoir consulter cette intervention de manière un peu plus complète, vous en aurez la possibilité a posteriori. Voilà, avec nos excuses pour ce désagrément, on s'adapte aux aléas et à l'épidémie de grippe, surtout, qui sévit en ce moment. Donc la biodiversité, c'est un concept finalement assez récent qui a été défini dans les années 90 et qui peut être défini sur 3 niveaux. Donc on a d'une part la diversité des écosystèmes. Donc la diversité des écosystèmes, c'est le support de toute autre forme de diversité, parce qu'à l'intérieur de ces écosystèmes, on va retrouver la diversité des espèces. Donc c'est ce à quoi on pense en général quand on parle de biodiversité, c'est la diversité des espèces. Mais il existe aussi une diversité génétique, donc au sein des espèces, qui est aussi importante pour permettre à ces espèces de s'adapter aux changements. D'après l'Union internationale de conservation de la nature et le Muséum national d'histoire naturelle, on a près d'une espèce vivante sur 3 qui est en danger. Donc, vous voyez sur le graphique issu de l'UICN le pourcentage d'espèces en danger chez les vertébrés terrestres. On a aussi une étude de WWF qui montre un déclin de 73% de population de plus de 5000 espèces entre 1970 et 2020. Donc un déclin très fort quand on regarde les populations. C'est ce qui est montré un petit peu à droite, donc sur les cartes que vous voyez. C'est que quand on parle d'extinction de population, l'impact est beaucoup plus sévère que ce qui est perçu quand on regarde uniquement l'extinction d'espèces. Voilà, une espèce peut ne pas être éteinte, mais par contre, une population d'espèces à un endroit donné peut tout à fait s'éteindre plus facilement. Donc, on est actuellement dans une période de 6e extinction de masse. Vous voyez sur le graphique de gauche le taux d'extinction présumé, je vais mettre la petite flèche, d'intervention de l'homme, et puis l'extinction qu'on observe effectivement dans les différents groupes d'animaux, qui est beaucoup plus élevée, et qu'on peut mettre en parallèle avec une courbe de croissance de la population humaine. Donc c'est ce que vous avez sur le graphique de droite, avec la hausse de la population humaine en violet et les taux d'extinction de la biodiversité en vert. J'ai oublié de vous préciser, mais si vous avez des questions, vous pouvez tout de même les poser dans le module. Soit j'arriverai à y répondre, soit on les transmettra à Eve Afonso qui pourra aborder ces points. Elle fera l'enregistrement.
On vous laissera pas sans réponse. Oui, donc avec un taux d'extinction qui est 10 à 1000 fois plus rapide que les précédentes extinctions actuellement dans cette 6e extinction de masse. Les grandes causes de déclin de la biodiversité, donc elles sont multiples, hein. Il y a beaucoup de pression sur la biodiversité, que ce soit la destruction et la fragmentation des habitats, que ce soit via l'introduction d'espèces invasives qui va entrer en compétition avec des espèces natives, soit la surexploitation des ressources, donc là on peut penser à la pêche intensive notamment, les changements climatiques et puis les pollutions diverses également qu'on retrouve partout dans le monde. Si on prend l'exemple du déclin des populations d'insectes dans différentes régions du monde, donc vous avez le graphique de gauche qui montre donc la proportion de déclin des espèces d'insectes dans les différentes régions du monde, donc en Europe, en Angleterre, en Amérique du Nord et dans les autres régions. Donc on voit que dans toutes les régions, donc on a un taux de déclin qui est entre 0,4 et 0,08. Et puis vous avez le graphique à droite qui vous montre les principaux facteurs qui sont associés avec le déclin des insectes, avec en première cause l'agriculture intensive et l'usage des pesticides. Alors pourquoi c'est important de préserver la biodiversité? Pour le grand public, la biodiversité, c'est les ours polaires, les koalas, etc. Et finalement, c'est un enjeu qui peut paraître un petit peu éloigné. Mais il faut savoir qu'effectivement, dans la notion d'écosystème, on a des espèces qui sont toutes interdépendantes et avec des espèces qui sont uniques et irremplaçables. Donc, quand on a une qui vient à s'éteindre, ça vient déséquilibrer tout le fonctionnement d'un écosystème. Et puis, la biodiversité assure aussi de nombreux services. On va le voir, on l'a déjà vu un petit peu là dans le quiz. De nombreux services écosystémiques auxquels il est difficile de se passer. Les services écosystémiques, donc ce sont les avantages que la nature apporte à la société. Donc ça peut être des services de provision comme la nourriture, l'eau, le bois, les médicaments. Donc par exemple la forêt qui va fournir du bois ou des fruits. Ça peut être des services de régulation, donc par exemple régulation du climat, la qualité de l'air, le cycle de l'eau. Donc ça peut être par exemple les mangroves qui vont protéger contre les tempêtes, ou les forêts côtières hein, de manière plus générale qui peuvent protéger contre les tempêtes. Les services culturels comme les valeurs spirituelles, les loisirs, l'inspiration, donc ça c'est le rôle des parcs naturels par exemple pour le tourisme. Et les services de soutien, donc la formation des sols, cycle de nutriments, ou on peut mettre dans cette catégorie aussi la pollinisation des cultures par les abeilles. On a un exemple là en bas chez les chiroptères, pardon, avec une étude aux États-Unis qui montre que la disparition d'une espèce, ça coûte des milliards de dollars à l'économie via les pertes agricoles. Parce que les chiroptères, donc les chauves-souris, peuvent se servir pour polliniser les cultures également. Le réchauffement climatique, donc à l'échelle globale, c'est un extrait d'une étude au Royaume-Uni qui date de 2005, donc qui date un petit peu, donc avec une hausse des températures moyennes du globe de 0,6 degrés. Un réchauffement qui s'est grandement accéléré au cours des 20 dernières années. Donc là, l'étude s'arrête en 2005. Effectivement, là, pour aller jusqu'à 2025, on a eu une hausse assez forte des températures globales. Je vous apprends rien en disant qu'on bat des records année après année de chaleur à l'échelle mondiale, avec une amplitude exceptionnelle du réchauffement qui peut être observée donc localement dans certaines parties du monde, avec des pointes de température qui peuvent atteindre les 50 degrés, voire plus. Donc, les principales conséquences de ce réchauffement sur les écosystèmes, donc ça va être la dégradation des zones humides, par exemple, la montée du niveau de la mer et l'intrusion saline qui va dégrader les habitats côtiers, par exemple. La réduction des glaces polaires et des habitats associés, donc avec un impact sur les espèces qui sont dépendantes de ces milieux.
comme les ours polaires, les morses, etc. Le phénomène de désertification, donc avec des écosystèmes arides qui subissent une intensification de la sécheresse, et une augmentation des phénomènes extrêmes, donc comme les incendies, les inondations, les ouragans. On a pas mal d'exemples récemment qui viennent illustrer ces phénomènes. Et avec donc cette photo d'illustration des pertes des glaciers de l'Arctique, qui est assez parlante. Le climat est aussi un facteur important de distribution géographique des espèces animales et végétales, que le climat va amener les espèces à, voilà, à changer d'aire de répartition, notamment chez les oiseaux, les mammifères et les papillons. Donc, chez les oiseaux et les papillons, on note par exemple une expansion de l'aire de répartition vers le nord, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et en France, on a aussi ce même phénomène avec, par exemple, une extension vers le nord des espèces méditerranéennes, comme le héron garde-bœuf, qui niche désormais en Picardie, ou le guêpier d'Europe, qui a atteint la frontière belge. Mais bon, voilà, à la fois ce changement de distribution géographique, ça permet aux espèces de s'adapter, d'aller vers des zones plus fraîches, et à la fois, c'est pas forcément positif pour toutes les espèces. Par exemple, on va avoir des décalages comme ici, avec cet exemple du bouquetin des Alpes, qui, pour échapper à l'élévation des températures, est en train de devenir nocturne. Donc, que ce soit dans les zones où le loup est présent ou dans des zones où ce prédateur n'est pas encore présent. Et donc, on a une modification des relations prédateur-proie et des risques de mortalité chez le bouquetin, donc qui se retrouve dans certaines zones beaucoup plus exposées à un risque de prédation. Ici, donc, on a une richesse spécifique des mammifères d'Europe avec à gauche donc la situation actuelle et à droite le scénario optimiste de changement climatique pendant le 21e siècle, donc un scénario plus 1,4 degré, avec, donc on le voit, une modification des aires de répartition des espèces, des mammifères, et une remontée aussi vers le nord de cette distribution d'espèces. Le changement climatique va aussi avoir un impact sur la phénologie, donc le rythme des activités saisonnières des animaux et des plantes, qui va être du coup très influencé par le changement climatique. Par exemple, le changement climatique va pouvoir impacter la période de reproduction des animaux ou de l'arrivée des oiseaux migrateurs, qui va être plus précoce, et l'apparition précoce de papillons ou les pontes plus précoces chez les amphibiens, etc. Donc là, sur le graphique, vous avez l'avancée des dates phénologiques pour plusieurs espèces, plusieurs indicateurs, comme l'arrivée des oiseaux ou l'éclosion des espèces, etc. Ce qui peut se passer, c'est que la relation plante-animal peut être décalée dans le temps, parce qu'il y a des interactions qui dépendent de la synchronie entre les espèces. Par exemple, donc, cette étude aux Pays-Bas qui montre que les dates de reproduction et d'éclosion de la mésange charbonnière ne correspondent plus au pic de disponibilité des insectes comme la chenille de Phalène baumeuse, ce qui va poser un problème pour la mésange, du coup, pour se nourrir, pour nourrir ses petits, et donc poser un risque de mortalité plus élevé chez les jeunes de la mésange. Pour beaucoup d'espèces, en fait, le climat va avoir des effets indirects sur l'approvisionnement alimentaire et donc sur la chaîne alimentaire tout entière. Par exemple, l'augmentation de la hauteur de neige induit chez les loups gris une tendance à chasser en meute, qui comprennent plus d'individus. Et ces derniers vont provoquer une réduction de la population d'orignal, qui, à son tour, permet une plus grande productivité de sapins bovins. C'est un exemple d'impact sur la chaîne alimentaire.
du coup, juste avec une modification d'enneigement, donc on va avoir plus de ça. Et même, le réchauffement climatique permet l'expansion vers le nord du renard roux, qui va entrer en compétition avec le renard arctique, puisqu'ils ont les mêmes proies. Donc il va y avoir pareil, un risque de mortalité plus élevé, puisque un approvisionnement moindre en nourriture pour ces deux espèces. Parler du risque d'extinction. Le risque d'extinction, il dépend de la rapidité à laquelle les espèces peuvent répondre au changement. Par exemple, donc au Costa Rica, dans les années 80-90, on a eu une extinction du crapaud doré qui a été associée à des conditions exceptionnellement chaudes et sèches. Et en parallèle, donc, une baisse drastique des populations d'autres espèces voilà, qui ont aussi perdu beaucoup de population. Mais dans le cas du crapaud doré, donc, apparemment, il n'a pas réussi à s'adapter aussi rapidement à la modification de son milieu. Les forêts, pour rentrer un petit peu dans les services écosystémiques, donc les forêts jouent le rôle de puits de carbone terrestre, hein, vous le savez, avec l'absorption du CO2 de l'atmosphère grâce à la photosynthèse. Les arbres et les plantes stockent le carbone dans leur biomasse, donc que ce soit dans le tronc, dans les branches, dans les feuilles et également dans le sol. Il y a aussi un stockage à long terme, parce que les forêts agissent comme des réservoirs naturels, en retenant le carbone pendant des décennies, voire des siècles. Et à l'inverse, donc la déforestation, donc la coupe des arbres va libérer le carbone stocké dans l'atmosphère, contribuant au réchauffement climatique. Les océans sont aussi des puits de carbone marins. Ils absorbent environ 25 à 30% du CO2 qui est émis par les activités humaines. Et ce carbone est dissous dans l'eau, formant des composés tels que les ions du carbone. Le phytoplancton utilise le CO2 pour la photosynthèse, alimentant la chaîne alimentaire marine. C'est ce qu'on appelle la pompe biologique. Et on a aussi une régulation à long terme, puisque les courants océaniques transportent le carbone dissous dans les eaux profondes, où il peut rester piégé pendant des milliers d'années. Il existe des boucles de rétroaction positives entre biodiversité, sur le changement climatique, en lien avec la perte de biodiversité, puisque par exemple la fonte du pergélisol, donc le permafrost, va libérer du méthane, ce qui va amplifier du coup la libération de gaz à effet de serre, et qui augmente les températures et du globe et qui vont accélérer la fonte des sols gelés, des glaciers, etc. Et de la même manière, donc la perte de biodiversité va diminuer la capacité des écosystèmes à réguler le climat. Par exemple, il y a moins de forêts pour stocker le carbone, il peut y avoir de massifs coralliens pour protéger les côtes, etc. Et donc, ça va rendre les populations moins résilientes face aux catastrophes climatiques. Donc, ça va aggraver les impacts du changement climatique, parce qu'on va plus avoir ces services écosystémiques qui nous permettent de nous protéger contre les impacts du changement climatique. Le rôle de la biodiversité sur le climat, on va voir la régulation des cycles biogéochimiques. Donc, par exemple, les écosystèmes riches en biodiversité stockent et séquestrent efficacement le carbone, ça on en a parlé. Et on va aussi avoir donc cet effet tampon contre les événements climatiques extrêmes, donc c'est ce qu'on vient de voir aussi. Par exemple, les zones humides et les récifs coralliens réduisent l'impact des inondations, des tempêtes et des montées des eaux. Et si on a moins de biodiversité, donc on a moins de résilience face à ces impacts du changement climatique. Donc, malgré un large panel d'outils de protection réglementaire à l'échelle mondiale, le déclin de la biodiversité s'est poursuivi en dépit d'engagements politiques répétés visant à stopper son érosion. Donc, on le voit, on a différents organismes et différents accords mondiaux pour protéger la biodiversité qui n'empêchent pas donc à la biodiversité de s'effondrer. Les mesures prises ne sont pas assez drastiques. En perspective, donc,
On a la conservation et la restauration des écosystèmes comme la reforestation ou la restauration des récifs coralliens qui vont être des éléments clés pour se protéger, pour permettre d'absorber le carbone et de se protéger contre les impacts du changement climatique. Les aires protégées et corridors écologiques vont aussi jouer ce rôle de pouvoir permettre la connectivité entre les habitats et à l'échelle des espèces, donc les plans de sauvegarde des espèces, pour permettre de préserver soit des habitats pour une conservation in situ, donc protéger les habitats pour permettre à l'espèce d'être conservée, ou soit de la conservation ex situ, donc en captivité ou avec des banques de germoplasme pour conserver une petite population vivante de l'espèce, même si elle est habitante à l'état sauvage. Voilà, on arrive au bout du diapo. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Agnès? Non, pas de question. Merci Camille. C'était très clair. Ah si, pardon, il y a une question qui arrive. Ah. Est-ce la prairie ou la forêt qui stocke le plus de CO2 en BFC? Moi, je vais avoir du mal à vous répondre pour la BFC concrètement. Si ce n'est que dernièrement, vu l'état écologique des forêts, je sais qu'elles stockent moins de carbone, voire qu'elles en relarguent plutôt que d'en stocker. Voilà, ce qui est quand même un impact non négligeable du changement climatique et encore une fois une de ces boucles de rétroaction négatives, puisque donc une forêt en mauvaise santé, au lieu de stocker le carbone, soit va en stocker beaucoup moins, soit va en relarguer parce que les arbres vont mourir, etc. Donc voilà, donc j'ai pas la réponse pour à l'échelle de la BFC et notamment le côté prairie, que voilà, j'ai pas de chiffre en tête. Mais intuitivement, je dirais que la forêt actuellement en stocke un petit peu. Mais on pourra poser la question à Eva Fonso si jamais elle a la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Compte tenu du taux d'extinction exponentiel et sans inflexion, y a-t-il vraiment un moyen d'éviter l'effondrement? Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question. C'est une question, une question ouverte, une question un petit peu large, mais effectivement, on a vu, il y a différents leviers. Hein, on se concentre sur augmenter la part d'air protégée, ça peut être une solution. Protéger les écosystèmes, restaurer les écosystèmes qui sont dégradés, c'est une solution aussi. Après, c'est sûr qu'à l'échelle globale, l'enjeu est de taille. Et je ne sais pas si je pense que les solutions, on les a, mais que, voilà, encore une fois, c'est comme pour l'adaptation au changement climatique, hein. Les solutions, on les a, pour l'atténuation aussi, mais voilà, il reste à avoir cette prise en main, voilà, cette appropriation des enjeux par les politiques et la mise en place d'actions à grande échelle. Est-ce qu'il y avait d'autres besoins de précision? Pas pour l'instant. Ok. Bon, encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous, on fera le relais auprès d'Eve Afonso. Et puis, on mettra à disposition des explications un peu plus détaillées que ce que j'ai pu vous proposer. Alors, on l'a vu, les enjeux biodiversité et climat sont étroitement liés. Et dans la lutte contre le changement climatique, les écosystèmes en bonne santé sont de véritables alliés. Donc, des solutions existent, c'est ce qu'on vient de dire, hein, pour limiter le changement climatique tout en stoppant l'érosion de la biodiversité. Donc, il s'agit notamment des solutions fondées sur la nature, donc qui est un concept qui a été développé par l'Union internationale de conservation de la nature. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? Quand est-ce qu'on a le droit de parler de solutions fondées sur la nature? Et comment est-ce qu'on peut concilier ces enjeux et mettre en place ce type de solution à l'échelle locale? Bon, ça, c'est ce que va nous expliquer Charlotte Bertin, donc, qui est chargée de mission continuité hydromorphologique
à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. Charlotte, je vais arrêter le partage, je te laisse partager ton. Ok, ça marche. C'est bon? Ouais, ok. Oui, c'est bon. Ok, d'abord, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter, vous parler un petit peu des solutions fondées sur la nature. Donc, c'est un sujet sur lequel je travaille à la DREAL BFC. Donc, je vais d'abord vous présenter le concept de solutions fondées sur la nature et de solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et puis, on fera un petit focus sur la renaturation des cours d'eau pour donner un exemple de ce qui est possible de faire en termes de solutions fondées sur la nature. Donc, tout d'abord, comment est-ce qu'on peut définir une SFN, donc solution fondée sur la nature? Donc, c'est un concept qui a été défini par l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est un concept qui a émergé dans les années 90-2000 et dont on parle beaucoup depuis. Donc, ça se définit comme des actions, des réalisations, des projets qui visent à protéger, à gérer, à restaurer durablement des écosystèmes naturels ou modifiés déjà par l'homme, dans le but de relever des défis de société et tout en assurant le bien-être des humains et aussi des bénéfices pour la nature et la biodiversité. Donc, l'idée, pour résumer, c'est de s'appuyer sur le fonctionnement naturel des écosystèmes pour des bénéfices mutuels pour les sociétés humaines et la nature. Donc, on s'y intéresse de plus en plus. Pourquoi? Bon, d'abord parce que, comme on le sait tous, j'espère, les conséquences du changement climatique vont s'aggraver et donc, on aura une multiplication des inondations, des sécheresses, des épisodes de forte chaleur. Il faut donc trouver des solutions pour y pallier. Et ça s'accompagne aussi d'une chute de la biodiversité et donc dans ce cadre, les solutions fondées sur la nature, elles s'imposent comme une alternative aux solutions grises traditionnelles des solutions, par exemple une construction de digue, enfin en dur quoi. Et donc c'est intéressant parce que ça permet à la fois de pallier aux conséquences du changement climatique et dans le même temps, ça permet d'activement lutter, enfin de contribuer à diminuer les émissions parce que c'est des solutions comme elles s'appuient sur les écosystèmes qui n'émettent pas, de carbone. Voilà. Donc les grands principes des SFN, donc c'est la déclinaison de 3 types d'actions. Donc la préservation des écosystèmes fonctionnels, donc les écosystèmes qui sont déjà présents et qui sont en bon état écologique, la restauration d'écosystèmes dégradés ou la création de nouveaux écosystèmes, et tout ça dans le but de relever des défis de société. Donc l'UICN en identifie 7, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la réduction des risques naturels, le développement socio-économique, la santé humaine, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'approvisionnement en eau et la dégradation environnementale et la perte de biodiversité. Donc c'est assez large. Nous, on fera un focus sur la renaturation des cours d'eau, mais il y a beaucoup d'autres choses qui existent, qui sont considérées comme des SFN. Je vous ai mis quelques exemples, mais voilà, par exemple, à côté de la dune du Pilat, la restauration d'un cordon de dune pour lutter contre l'érosion côtière, ça peut s'apparenter à une SFN. Donc il y a plein d'exemples et une gamme assez large de possibilités. Voilà. Alors, juste avant de me mettre là, je voulais juste faire un petit point sur la différence entre les SFN, donc solutions fondées sur la nature, et les SAFN, les solutions d'adaptation fondées sur la nature, parce qu'on voit les deux termes au niveau national. Donc les SFN, c'est un concept défini par l'UICN qui est un peu plus strict que les SAFN. Et solutions d'adaptation, on l'emploie surtout pour l'adaptation au changement climatique. Donc voilà, vous verrez peut-être les deux termes, c'est assez similaire, il n'y a pas de grande différence. Donc, les SFN présentent pas mal d'avantages. D'abord, des avantages environnementaux assez évidents puisque c'est de la restauration de l'écosystème, mais ça permet la protection des habitats et de la biodiversité et donc de recréer des écosystèmes viables pour la biodiversité, pour le développement d'espèces. Ça permet aussi l'amélioration de la qualité de l'eau et des sols, parce qu'un écosystème fonctionnel, c'est un écosystème qui naturellement va épurer les sols et l'eau. Et puis, un des grands avantages des SFN, c'est un avantage économique. Donc, c'est des solutions qui sont plus rentables sur le moment parfois, mais surtout sur le long terme, parce que ce sont des solutions qui sont plus résilientes, qui demandent moins d'entretien sur le long terme, parce qu'elles sont capables de s'adapter à des épisodes violents et extrêmes. Et comme on s'appuie sur le fonctionnement naturel des écosystèmes, qui vont, entre guillemets, se remettre des épisodes extrêmes d'inondation et de sécheresse
et qui demandent moins d'entretien sur le long terme et qui sont aussi plus flexibles. Et puis, les SFN présentent des avantages sociaux, donc l'amélioration du cadre de vie et du bien-être humain, parce qu'on va améliorer le paysage, on crée des lieux agréables, notamment en ville. Ça permet donc d'améliorer le cadre de vie des habitants, ce qui en fait des solutions qui sont très bien acceptées par le public en général. Et puis, ça permet aussi de préparer les territoires au changement climatique, de préparer leur adaptation et leur résilience aux événements futurs. Donc maintenant, je vais faire un petit focus sur la restauration hydromorphologique et la renaturation des cours d'eau, qui est un exemple de SFN possible. Donc, les projets de restauration hydromorphologique sur les cours d'eau viennent comment dire, restaurer des cours d'eau qui ont été modifiés, canalisés, où il y a des seuils et des barrages, notamment dans les plaines, mais aussi dans le Jura et dans le Doubs, on a même dans les zones un peu plus montagneuses, on a des ruisseaux qui ont été canalisés ou chenalisés pour les besoins de l'agriculture, de l'industrie, pour lutter contre les inondations, et donc qui n'ont pas un bon fonctionnement hydromorphologique, qui ne s'écoulent pas naturellement. Donc la restauration hydromorphologique, ça vise au retour au bon fonctionnement des cours d'eau. Donc d'un point de vue hydrologique, c'est-à-dire un écoulement naturel, donc avec une diversité de vitesses, des méandres, etc. Et aussi d'un point de vue morphologique et sédimentaire, donc que les sédiments puissent circuler normalement et se déposer et s'éroder normalement. Donc en général, ces projets passent par une reméandrisation, donc on recrée les méandres naturels des cours d'eau et la destruction des seuils qui font obstacle à la continuité écologique. Et ça permet de revenir à un régime d'érosion et de dépôt naturel des sédiments, donc à un fonctionnement sédimentaire normal. Et puis de reconnecter la nappe qui accompagne les cours d'eau aux zones humides de bord de ruisseaux, parce qu'en général, les ruisseaux qui sont canalisés, le lit a tendance à s'enfoncer, et donc la nappe s'enfonce avec le ruisseau, et ça déconnecte la nappe des zones humides qui sont sur le bord des ruisseaux. Donc tout ça, ça apporte de grands gains pour l'adaptation au risque et au changement climatique, ces projets, parce que ça permet notamment de prévenir les inondations. Donc les ruisseaux qui s'écoulent normalement, qui ont un bon fonctionnement, ils permettent de ralentir les eaux et de dissiper l'énergie du cours d'eau avec les méandres. En fait, naturellement, comme il y a des variations de vitesse, par rapport à un cours d'eau qui est rectiligne, où rien n'arrête l'eau quand il y a une crue, ça va permettre de dissiper l'énergie du cours d'eau et donc de retarder voire d'atténuer le pic de crue. Donc on va ralentir la vitesse du cours d'eau et également, avec la restauration hydromorphologique, le cours d'eau va pouvoir éventuellement s'étaler en largeur et donc ça réduit un petit peu la quantité d'eau qui arrive à l'aval. Donc ça permet d'atténuer les inondations. Également, ça peut permettre de diminuer l'impact des sécheresses parce qu'en reconnectant la nappe alluviale qui accompagne le ruisseau, ça peut permettre un soutien d'étiage. Donc l'étiage, c'est quand le débit du ruisseau ou du cours d'eau est très bas. Et donc la nappe alluviale peut permettre d'alimenter le cours d'eau en cas de sécheresse et donc de maintenir un débit minimum pour maintenir la vie dans le cours d'eau en cas de sécheresse. Également, ça permet de lutter contre la pollution parce que naturellement, les zones humides de bord de cours d'eau vont épurer les cours d'eau, épurer la pollution et lutter contre les nitrates et la matière en général. Donc la restauration hydromorphologique s'accompagne en général de renaturation. On vient recréer des écosystèmes autour du cours d'eau. Et donc ça a évidemment un grand gain pour la biodiversité. Donc juste pour rappeler des chiffres un peu phares, mais 50% des espèces en France dépendent des zones humides, dont 100% des amphibiens. Donc la renaturation des cours d'eau est essentielle pour maintenir cette biodiversité. Donc les projets de restauration hydromorphologique permettent de favoriser la biodiversité assez fortement parce qu'en recréant ces méandres et en reconnectant en recréant des formes fluviales diverses,
ça permet de favoriser, de protéger la vie aquatique, puisqu'on recrée plein de petits habitats de formes différentes dans le cours d'eau. Donc on va avoir le lit et le lit à des hauteurs différentes, donc on peut avoir une diversité d'habitats. On recrée la ripisylve, pardon, au bord du cours d'eau, les bras morts où il y a des zones de marais, des zones humides, qui permettent donc de recréer des habitats pour les espèces qui s'y développent. Également, on va supprimer en général dans ces projets les seuils qui font obstacle à la continuité écologique, ce qui est essentiel pour les poissons. Et puis, ces seuils ont tendance à favoriser la stagnation de l'eau. Et donc, dans ce cas, l'eau se réchauffe, ce qui favorise l'eutrophisation. D'ailleurs, une petite faute d'orthographe. Et donc, donc, voilà, ça permet le rafraîchissement de l'eau quand on supprime ces seuils, parce que l'eau circule plus rapidement et donc ça fait baisser la température des cours d'eau, ce qui est très favorable pour les poissons, notamment les truites. Et puis, une bonne circulation sédimentaire, c'est aussi favorable aux poissons migrateurs pour le développement des frayères. Et enfin, de manière plus générale, reconnecter les berges humides et le cours d'eau, ça permet de favoriser la circulation des espèces et donc la dispersion de ces espèces autour du cours d'eau. Donc ça fait partie des quelques avantages et bénéfices pour la biodiversité, mais on peut en lister beaucoup sur ces projets de SFN. Et ça permet vraiment d'allier les gains pour l'homme et puis pour la biodiversité. Et enfin, je voudrais faire un petit focus sur les enjeux auxquels on peut se confronter quand on essaye de mettre en place ces projets, qui sont pas toujours faciles à mettre en place. Donc d'abord, un des grands enjeux autour des SFN, c'est de sensibiliser. C'est pour ça que je participe à ce webinaire. Donc de montrer que ça existe, qu'il y a des alternatives aux infrastructures traditionnelles et qu'on peut gérer les inondations, par exemple, de manière différente. Et que donc voilà, que ces projets existent et de convaincre les acteurs que c'est possible. Il peut y avoir un petit enjeu également d'acceptabilité sociale. Donc c'est des projets qui sont en général très bien acceptés après coup par le public et les populations parce que ça améliore le cadre de vie, ça a tendance à être assez joli et ça permet voilà, de recréer des lieux agréables dans les villes, dans les campagnes. Mais néanmoins, au moment de la phase travaux, il peut y avoir, ça peut être assez impressionnant la phase travaux sur la renaturation des cours d'eau parce qu'on fait descendre des pelleteuses dans le cours d'eau et pendant une année ou deux, c'est assez impressionnant. Voilà, ça peut être un peu moche, quoi. Et donc il faut bien communiquer en amont pour que ça soit accepté le mieux possible. On retrouve aussi des enjeux fonciers dans beaucoup de projets de SFN, de renaturation de cours d'eau. Il faut s'assurer de la disponibilité du foncier parce que pour renaturer et restaurer tout un tronçon, si on a un propriétaire privé sur ce tronçon, c'est difficile d'établir le projet sur tout le tronçon. Donc il faut se préparer des problématiques foncières parfois ou vérifier bien la disponibilité du foncier, qui peut être un point bloquant. Et on peut aussi avoir des enjeux de connaissance. Il faut bien comprendre le fonctionnement des milieux et proposer un projet qui soit vraiment adapté aux problèmes rencontrés, bien dimensionné et puis prévoir l'évolution de cet écosystème qu'on veut restaurer dans le temps et puis avec le changement climatique. Et enfin, le nerf de la guerre, il y a des enjeux de financement, mais c'est des projets qui, comme ils répondent à beaucoup d'enjeux, les SFN, on peut trouver des fonds un peu partout. Donc c'est très soutenu par les agences de l'eau, mais également, on peut faire des montages financiers avec des contrats de rivière de bassin. Ça peut rentrer dans le cadre d'un PPRI. Comme c'est de la protection des écosystèmes, ça peut rentrer dans le cadre des programmes Natura 2000 ou de programmes européens comme le programme LIFE que Emmanuel Touris vous présentera après moi. Voilà, donc pour les enjeux principaux autour des SFN. Et enfin, quelques ressources pour aller un peu plus loin. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Charlotte pour cette présentation très claire. Je crois avoir vu quelques questions dans le chat.
Agnès? Oui, on a deux questions de l'UFC Que Choisir, là, de Saône-et-Loire. Alors, déjà, pour demander la signification de FAN, F-A-N, alors je ne sais pas trop à quoi ça se rapporte. C'était en Oui, début de présentation. oui. Alors, les SAFN, donc solutions d'adaptation fondées sur la nature, je pense que c'est de ça dont Mais je pense, le fan, je sais pas. ouais. Sauf Donc, si en fait, FAN, ça te parle, mais... oui, j'ai voulu juste faire la distinction parce qu'on retrouve le terme un peu mélangé avec les SFN et SAFN. Donc, Ouais. sans rentrer trop dans le détail, mais globalement, les SAFN, le but, c'est vraiment de s'axer sur l'adaptation au changement climatique. Alors que les SFN, ça peut être plus large. Ça peut être dans le but voilà, sur les enjeux de société que j'ai présentés en amont, ça peut être un enjeu de santé humaine, par exemple, simplement, ou d'approvisionnement en eau. Et sur les SAFN, on se concentre vraiment sur l'adaptation au changement climatique. Et également, il y a des documents et des chartes qui existent qui décrivent les critères pour appartenir à une SFN. Et parfois, c'est pas exactement la même chose. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les SAFN, c'est pour l'adaptation au changement climatique. Ok, merci. Et du coup, de la même personne, elle se demande du coup quels sont les types de porteurs de projets là sur tout ce qui est renaturation. Est-ce que c'est uniquement des collectivités? Est-ce qu'on a par exemple, des structures associatives ou des syndicats de milieu? Alors, c'est beaucoup des collectivités. Ça peut être des syndicats de milieu et des syndicats de rivière. Il y a beaucoup de projets qui sont portés comme ça. Des structures associatives, je pense que c'est possible. Après, c'est surtout pour moi les collectivités. Mais en soi, c'est des projets qui peuvent être portés par tout acteur qui en a les capacités pour le porter, je pense. Voilà. Ok, merci. Après, on nous demande, alors que pensez-vous des barrages de castors mimétiques? Bon, il y a un lien du coup un lien web dans le question-réponse pour améliorer la qualité des cours d'eau. Est-ce qu'il y a des exemples en BFC? Alors, Et très François honnêtement, Rollin voudrait prendre la parole. ouais. Je ne sais pas si vous pouvez lui laisser. Oui. Oui, sur la question des exemples en BFC sur les barrages mimétiques de Castor, a priori, l'exemple qui est donné avec le site internet dont le lien nous a été Mhm. donné par le participant à ce webinaire est le seul, c'est la première en France là, sur ce qui est fait dans la Drôme, sur la Lierne et la Véore. A priori, c'est une première en France. Donc, je ne crois pas qu'on ait d'exemples ailleurs et donc pas non plus en BFC. Mais c'est effectivement des choses intéressantes. C'est un peu expérimental pour le moment. C'est suivi de près par les instances du bassin Rhône-Méditerranée, donc ça a peut-être vocation à se développer effectivement. Merci pour la réponse. Ensuite, une question sur la renaturation des cours d'eau ou zones humides. La question, c'est quel est l'intérêt pour les agriculteurs? Alors, c'est vrai qu'on en parle assez souvent, qu'il y a peut-être un conflit d'intérêts, enfin, que ça rentre en conflit avec les intérêts des agriculteurs qui ont tendance à vouloir drainer les zones humides et à canaliser les cours d'eau. Hem, sur le long terme, pour les agriculteurs, la renaturation des zones humides et la renaturation des cours d'eau, ça permet de garder l'eau sur le territoire. C'est quand même le but de ces renaturations et donc ça permet, sur le long terme, de mieux gérer les épisodes de sécheresse et donc de garder, évidemment, il y a aussi un gain pour la biodiversité et la biodiversité, c'est aussi les pollinisateurs qui jouent un rôle pour les agriculteurs aussi, dans le maintien du bon fonctionnement des écosystèmes, ça en fait partie. Donc il y a des avantages. Après, c'est sûr que quand on présente ce genre de projet, aux agriculteurs qui ont l'habitude de vouloir, drainer, pour, récupérer des parcelles, pour cultiver, c'est un sujet qu'il faut aborder, en présentant ces avantages-là. Il faut être conscient que ça rentre un peu en conflit parfois avec leurs intérêts et leurs volontés. Mais il y a des avantages, nets pour les agriculteurs aussi. Et on a une dernière question
à laquelle François Rollin, pareil, souhaiterait répondre. Alors, je la pose pour que tout le monde l'ait en tête. Est-ce qu'il est préférable de supprimer les seuils et barrages qui, notamment, permettent oui, de produire de l'électricité hydraulique, ou est-ce qu'il vaut mieux les adapter, voilà, pour permettre des passes à poissons, par exemple? Ouais, je souhaitais intervenir, c'était plus, je me suis trompé, je pense, je souhaitais plus prolonger le propos de Charlotte sur Ah oui, ok. les liens entre agriculture et puis restauration des rivières. Simplement pour évoquer le fait que lors des grandes sécheresses qu'on a connues certains étés, notamment en 2022, il apparaissait que les seuls secteurs dans lesquels l'herbe continuait un peu de pousser pendant l'été, c'était les secteurs où justement il y avait eu ces travaux de restauration de rivières et de zones humides qui avaient été conduits. C'était typiquement le cas sur certains affluents de l'Ognon où vraiment même des journalistes s'étaient déplacés et avaient titré en plein mois d'août 2022 ici l'herbe est encore verte et l'eau coule toujours. Quand l'eau coule toujours dans le cours d'eau grâce à ce type de projet, c'est aussi l'abreuvement des animaux qui continue de pouvoir se faire sans être obligé d'amener de l'eau en citerne 2 fois par jour. Donc, je pense que dans le contexte de l'aggravation des sécheresses qu'on connaît, les avantages qu'a évoqué Charlotte Bertin vont l'emporter sur les désagréments qui peuvent se produire à certaines périodes. Il faut en être conscient, mais je pense que voilà, il faut bien peser le pour et le contre. Et à mon avis, on va quand même sur des solutions gagnant-gagnant en termes de restauration des milieux et de préservation de l'agriculture. Sur la deuxième question, euh, faut-il supprimer les seuils ou les aménager? Bon, là, il y a d'autres personnes plus qualifiées que moi pourraient répondre. Je sais que Romain Bélier va s'exprimer après sur des sujets de ce type. Je pense que il faut bien dire que dans tous les cas, c'est étudié au cas par cas et que systématiquement, les scénarios de restauration des rivières prennent en compte tous les enjeux et toutes les priorités et que c'est vraiment le scénario qui permet de cocher le plus de cases qui est retenu à la fin. Bien souvent, le fait de supprimer un ouvrage peut améliorer les choses quand même en termes de biodiversité, en termes de qualité d'eau. Voilà, l'analyse comparative est faite au cas par cas et c'est elle qui permet de trancher sur le scénario le plus adapté à la situation qu'on trouve localement. Merci pour ces compléments. Du coup, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre là sur les barrages et leur adaptation. Moi, je peux juste compléter rapidement, mais je vais l'aborder un petit peu après quand même sur l'aspect barrage. Ce qu'il faut bien avoir en tête quand même sur l'aspect des barrages, c'est que ça a été dit très bien, c'est-à-dire qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. C'est-à-dire il y a des moments où vous faites des barrages pour produire de l'énergie verte, et il y a des moments où on fait on enlève aussi des barrages pour retrouver la morphologie d'un cours d'eau. Et souvent, il y a eu pas un dogme, mais en tout cas une fixation sur l'aspect continuité écologique vis-à-vis des barrages. Et un des plus gros problèmes, en tout cas que nous, on relève sur les barrages, c'est qu'en dehors de l'aspect de continuité, l'aspect sédimentaire et morphologie et les problématiques autour de ça sont beaucoup plus lourdes des fois que la continuité elle-même. Et souvent, il y a un peu de sensibilisation à faire là-dessus parce que les gens se sentent protégés, par exemple, par des barrages en cas d'inondation. Alors que c'est tout l'inverse, c'est-à-dire un barrage a tendance à augmenter les inondations, par exemple. C'était le cas à Morée. Et vous avez tendance aussi à pas pouvoir rattraper la morphologie s'il y a un barrage sur un cours d'eau. C'est-à-dire vous pourrez faire les meilleurs méandres du monde en amont et en aval, s'il y a un seuil en plein milieu, on a tendance à avoir une morphologie qui est bloquée. Mais je m'étale pas trop là-dessus, on va le voir dans Morée, mais c'est, je pense qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire dans la tête des gens parce que on entend souvent dire que les barrages protègent des crues, stabilisent les profils, etc. C'est vrai, mais en fait, on s'aperçoit que quand on dézoome à une échelle plus globale, quand on cumule l'ensemble des barrages, vous pouvez avoir des conséquences morphologiques sur un cours d'eau qui sont largement au-dessus en termes d'inconvénients que d'avantages. Et ça, c'est tout l'enjeu de sensibilisation et d'acceptation aussi sociale qu'il faut arriver à développer. Est-ce qu'il y a Du encore coup, en lien avec ça, il y a une dernière question.
nous dit qu'il y a beaucoup d'anciens moulins abandonnés. Les propriétaires peuvent-ils refuser l'effacement des seuils et quid des droits d'eau? On va rentrer dans du compliqué là. Ouais. Il y a un propriétaire, comme tout le monde, a des obligations quand, par exemple, vous allez avoir des classements de cours d'eau en liste 1, liste 2 sur la continuité. Il a des obligations vis-à-vis de son barrage, par exemple, sur la continuité sédimentaire, sur la continuité piscicole ou sur la manière d'aménager ses turbines, son canal d'amener, etc. Donc, il y a des lois qui sont les mêmes pour tout le monde. Et comme un propriétaire a le droit de supprimer son ouvrage, un propriétaire a aussi le droit de le garder en fonction des droits qu'il peut avoir, justement, fondés en titre ou quoi que ce soit, qui régissent un peu, on va dire, le fondement de son ouvrage. Mais il y a des droits et des obligations, il faut toujours l'avoir en tête. Et il y a autant de cas particuliers, entre guillemets, que d'ouvrages, donc ça revient à ce que disait monsieur Rollin tout à l'heure, il faut arriver à... C'est du cas par cas, en fait. Chaque ouvrage est différent et chaque cours d'eau est différent, donc c'est de l'analyse au cas par cas derrière, quoi. Ok, merci. Et puis une dernière question sur où peut-on trouver ces informations? Alors, s'il s'agit des SAFN, les ressources étaient listées en fin de diaporama. Voilà, donc si c'est sur autre chose, si vous pouviez compléter votre question. Oui, toutes les ressources qui sont mentionnées par les intervenants, elles seront mises à disposition avec le replay du webinaire. Mais effectivement, s'il s'agissait de quelque chose de plus particulier, peut-être préciser la question et puis on revient vers vous un petit peu plus tard. Merci à tous pour ces réponses, ces échanges. Donc on a déjà vu pas mal de concepts et puis on a commencé à aborder des points un petit peu concrets. On va s'intéresser maintenant à un retour d'expérience concret donc de renaturation de cours d'eau à travers l'exemple de la renaturation de la Bienne, donc, qui est un projet porté par le PNR du Haut-Jura avec la ville de Morée. Et donc, je vais laisser la parole à Romain Bélier, qui est chargé de mission Bienne et Seine, pour vous présenter ce projet. Romain, je te laisse partager ton écran. Alors oui, je vais vous présenter un projet qui s'est initié en 2015-2016 suite en premier lieu à la réflexion de la ville de Morée qui souhaitait redynamiser sa ville, ancien bassin industriel très important sur la vallée de la Bienne. Et donc avec aujourd'hui un peu le déclin généralisé qu'on peut observer dans les Alpes ou dans le Jura sur des grosses villes industrielles où tout le monde est parti d'un coup et la rivière était au centre de ces villes-là dans des vallées très enclavées. Donc ça allie non seulement un volet urbain où ils se sont posé toutes les questions d'aménager une piste cyclable le long de la Bienne qui fait à peu près 4 km, de transformer un peu les espaces publics, les parcs, les jardins qui sont complètement manquants dans cette ville-là et d'en aménager des nouveaux, pardon. La création de 4 nouvelles passerelles designées par des architectes pour essayer de redynamiser, de redonner un nouveau visage à la ville et de faire le lien aussi avec le cours d'eau et les passages au niveau du cours d'eau. Il y aura aussi une nouvelle œuvre d'art, etc. et un mobilier urbain qui sera dédié là-dessus. Et nous, on vient s'inscrire là-dedans. Donc, le parc naturel régional du Haut-Jura exerce la GEMAPI sur ce secteur-là. Et il y a un volet cours d'eau qui a été pris dès le début avec la ville de Morée et qu'on a amplifié en termes d'ambition derrière. C'était de se dire, on souhaite avoir une réflexion globale sur tous les seuils qu'il y a dans le centre de Morée et la restauration morphologique du cours d'eau, sur à peu près 2 km de long. Donc, c'est un peu les travaux sur lesquels on s'attelle depuis 2023. Donc, on a fait les 2 premières phases que je vais vous présenter, 2023-2024, et on a une dernière phase là qui se fait cette année. Il faut bien avoir en tête, et je vais vous le montrer par la suite, que Morée, c'est globalement un cours d'eau qui est canalisé de A à Z, du début jusqu'à la fin. Donc, on ne peut pas faire des miracles, mais en tout cas, on va essayer d'améliorer grandement la situation. Et j'aime bien rappeler quand même en début de présentation qu'on parle souvent de changement climatique, mais les gens oublient très très vite quand même que c'est déjà arrivé et dans des échelles un peu différentes. Mais par exemple, je vous montre un peu des photos historiques qu'on a eu la chance de retrouver à Morée, qui n'est pas considéré comme un secteur inondable. Vis-à-vis des services de l'État, c'est pareil, c'est pas un secteur inondable. Et pourtant, quand vous voyez les photos des destructions qu'il y a eu dans les crues de 1910, qui étaient des crues assez importantes en France, bah, c'est déjà arrivé en 1910 et c'est déjà arrivé en 1990 où il y a une centenale sur la Bienne et en 1991 où il y a une centenale sur la Bienne. Pourtant, quand vous parlez avec les gens aujourd'hui, ils vous disent tous, il n'y a jamais eu d'inondation à Morée. Voilà, c'est juste, si ça intéresse, vous pourrez regarder les articles, mais ça se retrouve de manière généralisée sur les projets et moi, j'aime bien redonner ça aux gens pour qu'ils comprennent avant ce que ça veut dire et que le cours d'eau, il est là et malheureusement, on l'a aménagé. Maintenant, il faut composer avec, quoi.
Donc voilà un peu ce que ça donne dans le centre, hein. C'est volontairement très imagé cette présentation-là pour que vous vous rendiez compte d'où on part et vers où on arrive à peu près, parce que vous verrez qu'il y a des endroits où on ne peut pas, ce que je disais tout à l'heure, faire des miracles quand on est bloqué entre deux murs qui font 3 mètres de haut. Mais vous avez la situation à gauche où voilà où on s'est amusé sur la tranche 1, où il y a 4 barrages, c'est à peu près tous les 300-400 mètres. Et pour revenir à la question qu'il y avait eu dans le chat tout à l'heure, pour vous donner l'aperçu de nous, on avait fait l'exercice au niveau du parc naturel régional du Jura, on avait à peu près un barrage tous les 400 mètres à l'échelle du parc. Donc j'ai un collègue qui en a déjà, pour lequel il a déjà travaillé assez longuement là-dessus. La moyenne n'est peut-être plus la même maintenant, mais en tout cas, ça vous donne un aperçu de l'aménagement du territoire. Donc première tranche, à peu près 310 000 euros et 70% financé par l'agence de l'eau, 10% par le FEDER et 20% pour le parc sur le reste à charge. Je vais aller dans le détail des travaux derrière pour que vous compreniez, mais on parlait d'approche un peu sociale. Et je vous montre un des exemples de flyers qu'on avait envoyés aux gens entre l'état initial à gauche, qui était inspiré de cette photo que vous voyez de la réalité du cours d'eau dans Morée, et on a envoyé ça à peu près à 4000, 5000 personnes de la communauté de communes pour que les gens, avant même que les travaux commencent, se rendent compte du cours d'eau qu'on souhaiterait rendre dans le centre de Morée. Et donc, vous avez une des images finies après travaux. Vous voyez que on a une rivière qui est moins lente, moins segmentée, enfin, qui est plus dynamique pardon, et moins segmentée, et que les gens, vous le verrez dans le centre, peuvent maintenant désormais vraiment descendre au niveau du cours d'eau. Ce qui était un des enjeux numéro 1 au niveau de Morée, c'est qu'on souhaitait que sur nos 3 phases de chantier, enfin les 3 secteurs qu'on envisageait, à chaque endroit, les gens puissent descendre à tout prix au cours d'eau parce que sinon, on ne se rend même pas compte qu'il y avait un cours d'eau qui coulait dans Morée. Donc c'était un aspect très important de tout ça. Donc là, je vous montre quelques photos du chantier, mais forcément, chantier en plein centre-ville, ça veut dire descendre avec des moyens lourds. Donc c'est généralement des pales araignées qu'on fait descendre et on procède par demi-tronçon, c'est-à-dire vous busez un tronçon du cours d'eau pour pouvoir enlever une moitié de barrage et on buse l'autre moitié de l'autre côté pour pouvoir basculer de l'autre côté. Et ça fait que là, vous le voyez sur les photos, c'est assez parlant. Vous passez d'un milieu homogène, même avec un sol pavé au fond, voire même, on n'a pas eu de la chance parce que quand on a enlevé le pavage du cours d'eau, on s'est aperçu qu'il y avait carrément une dalle en béton armé sur tout le fond du cours d'eau, sur à peu près 50-60 mètres de long. Et donc, on a dû composer avec parce que là, pour le coup, c'est vraiment de l'adaptation. C'est-à-dire quand on commence ces travaux-là, vous ne savez pas trop où vous allez. Ça, c'est une réalité. Et c'est super important de s'en rendre compte, c'est qu'à un moment donné, il faut un peu faire le grand saut et se lancer dans ce type de travaux-là parce que de toute façon, vous serez obligé d'adapter votre chantier à ce que vous allez trouver en dessous. Et souvent, par contre, on dit, bah voilà, vous enlevez du patrimoine, c'est pas normal, etc. Nous, on s'est aperçu que en fait, c'est beaucoup plus récent que ça. C'est même après l'ère industrielle, parce que souvent, le barrage a eu plusieurs vies. Entre peut-être, il y a très longtemps, un bout de scierie, puis entre-temps, on a fait du béton armé dessus pour rehausser une côte et puis l'utiliser pour peut-être pour faire des clous, etc., qui se faisaient beaucoup à Morée. Et puis finalement, un jour, ils l'ont abandonné. Et puis nous, on a le vestige de tout ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on paye un peu ça, ou c'est des barrages souvent qui sont inactifs depuis 40-50 ans. C'était le cas de Morée. Et je vous ai mis en dessous, mais je ne me réétale pas là-dessus. Diminution des algues avérée dans Morée, parce qu'avant, on avait quelque chose qui stagnait et il y avait beaucoup de développement d'algues, et dans ce qui a fait qu'on avait une tendance à une eutrophisation du milieu dans Morée. Une diminution de la température de l'eau, donc nous, on a équipé des températures et des thermomètres dans le centre de Morée, donc on va suivre sur du long terme. Mais on sait d'ores et déjà que la lame est plus courante, donc il y a une tendance à moins chauffer en plein soleil. Et donc tout ça, ça fait qu'on a une meilleure résilience du cours d'eau. Je vous donne d'autres aperçus, mais voilà, la Bienne aujourd'hui, à peu près 6 mois, 1 an après travaux. Donc vous voyez que ça n'a strictement rien à voir avec le milieu lentique qu'on avait avant. Et je vous montre un peu d'autres secteurs. Donc ça, c'est la phase qui est un tout petit peu plus en amont. Donc vous voyez, on avait complètement busé le cours d'eau d'un côté, le temps de travailler dans le cours d'eau, et on a enlevé ces seuils en béton armé au fur et à mesure. Donc à chaque fois, la pelle descendait dans le cours d'eau, retirer une partie du seuil, et on revenait en fait mettre des blocs de mur à mur pour pas que les murs s'effondrent. On a remis une sorte de carapace sur le fond qu'aujourd'hui vous ne voyez pas forcément, c'est-à-dire vous voyez les côtés de la carapace, mais au fond du cours d'eau, on a essayé d'intégrer le cours d'eau le plus possible, ce qui fait que maintenant les sédiments passent beaucoup plus facilement, les poissons peuvent circuler beaucoup plus facilement, et du coup vous allez avoir une tendance à retrouver des radiers et retrouver des fosses, alors qu'avant vous aviez juste un grand plat lentique sur le cours d'eau. Et je vais vous montrer le secteur, ça c'est une autre perspective, et ça donne un aperçu un peu de la diversité d'habitats qu'on peut retrouver sur des tronçons comme ça.
Et je voulais vous montrer voilà, le secteur en amont. Donc le secteur amont, typiquement, là, vous êtes dans du cours d'eau qui... Je suis même pas sûr que la Bienne coulait à cet endroit-là à l'époque. Elle coulait dans un autre endroit de la ville, à mon avis. Mais vous êtes dans quelque chose de très homogène. Il n'y a même pas un caillou qui dépasse. Et en gros, granulométrie homogène veut dire aussi que derrière, en termes de macro-invertébrés, de poissons, etc., ou de libellules, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus homogène aussi. Donc quand on s'attaque à ce tronçon-là, même méthodologie qu'en bas, on descend avec la pale araignée, donc il peut descendre à peu près des murs de 3 mètres de haut. Ça évite de devoir ramener des grues et ça évite de devoir faire des installations de chantier trop lourdes. On démonte le seuil, on remet en place des banquettes et des blocs dans la rivière. Et après, on remet en eau derrière, donc c'est l'image que vous voyez en bas à droite, pour redynamiser tout ça. Et ce que vous ne verrez pas sur les photos, c'est qu'on a mis énormément de pieux de saule dans les parties basses, on va dire entre la jonction entre le mur et le cours d'eau. On a fait énormément de pieux de saule pour qu'une partie de ripicile puisse se refaire dans le cours d'eau même. Mais ça prend un peu plus de temps. On n'est pas à une échelle de 2-3 ans pour que ça pousse, surtout en montagne. Donc là, vous pouvez en distinguer sur certaines photos, mais l'idée, c'est de retrouver un cordon, on va dire trame bleue, trame verte, qui soit vraiment dans la partie cours d'eau, même si c'est contraint. Je continue, là, vous voyez un petit peu les saules qui commencent à prendre forme sur la photo de gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez aussi sur la photo de droite, on a enlevé certains barrages en amont et que vous voyez tout de suite qu'il y a du transit sédimentaire qui se fait. Vous voyez le dépôt de gravier qui se fait sur la photo en bas à droite. Et c'est comme ça qu'on va retrouver une morphologie de cours d'eau qui est un peu plus dynamique et beaucoup plus résiliente que ce qu'on pouvait avoir avant. Je continue, hein, je prendrai les questions à la fin. Voilà le deuxième tronçon qu'on a fait l'année dernière. Donc là, même problème, vous voyez les photos, on a alloué à peu près 235 000 € hors taxe sur ce seuil-là. Donc il y avait une ancienne canalisation d'assainissement. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on s'est coordonné avec la ville de Morée pour qu'eux reprennent tout l'assainissement, donc ils ont été aussi financés par l'agence de l'eau, de toute la rue qui était défectueuse et qui passait dans cette canalisation-là. Et nous, on s'est occupé de la partie canalisation, d'aller retirer la canalisation et réaménager le seuil. Donc là, c'est les mêmes financements, c'était 70% agence et 10% FEDER. Et pour avoir un ordre d'idée, c'est à peu près 2 à 3 mois de travaux. Et pour la petite anecdote, je pense qu'on va le voir après. Voilà à quoi ressemblait le cours d'eau avant quand même, quand vous étiez dans des périodes, c'était même pas une sécheresse assez extrême, mais on se rapproche pour moi plus d'un caniveau entre guillemets, où vous avez quasiment plus d'eau dans le cours d'eau et quelque chose qui est très entre guillemets non habitable. Là, d'un point de vue habitat, vous voyez, on est sur la dalle en béton quasiment tout le long. Donc, vous allez voir qu'après, on a fait la même méthodologie qu'en bas. On a complètement démonté le barrage, ce que vous voyez en bas à gauche, en essayant d'isoler le cours d'eau le mieux possible. Alors, ce qui n'était pas évident, c'est qu'on était collé à 15 mètres d'un pont. Donc, on a dû composer avec un pont. Donc là, on a dû imaginer une rampe beaucoup plus costaud et beaucoup plus solide que ce qu'on a pu faire sur la partie basse, sachant que ce seuil-là faisait à peu près 2,50 m de haut, 3 mètres à peu près. Et donc, vous voyez que, image en haut à droite, on a volontairement refait une sorte de carapace sur le fond qui tient une certaine cote que nous, on décide. Et on l'a fait par demi-tronçon. Donc ça, c'est l'image en bas à gauche où vous voyez qu'on vient soutenir les murs. Et on avait mis quelques petits capteurs dans les murs qu'on suivait pour voir si les murs ne bougeaient pas au moment où on enlevait le seuil. Donc pour vous donner un ordre d'idée, quand vous mettez ces capteurs-là, c'est pas forcément excessif. Mais en gros, c'est un géomètre qui vient relever le capteur pour vérifier que le mur tient bien. Et ça coûte peut-être à l'échelle de 2 ou 3 mois, ça vous coûte peut-être 5 ou 6 000 € hors taxe. Mais au moins, vous pouvez adapter le chantier. S'il n'y a pas de mouvement, pas besoin de charger la mule, entre guillemets, et de mettre beaucoup de blocs, etc., le long des murs. Nous, vu qu'on a observé un petit peu de mouvement, on est venu faire un épaulement du mur un peu plus costaud. Et vous le verrez, là, pour le coup, c'est un des rares seuils où on a dû mettre du béton le long du mur et juste le long du mur pour pouvoir être sûr que sur du long terme, on ait quelque chose d'assez costaud. Mais là, je vous rappelle, on est quand même sur un cours d'eau de montagne avec une grosse puissance hydraulique. C'est la Bienne. S'il y a une centenale là-dedans, comme vous avez vu sur les photos du démarrage en termes de crue, il faut quand même assurer un peu ses arrières, entre guillemets, parce qu'on enlève quand même un seuil qui est assez costaud. Et je vous montre voilà, des images du seuil fini. Donc vous voyez qu'on part quand même sur quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec le seuil de démarrage, où on retrouve ce qu'on appelle un peu des step pools, c'est-à-dire vous avez des zones un peu de bassines dans un aménagement. Et en fait, il faut imaginer que là, la rampe, c'est nous qui l'avons créée de manière complètement artificielle sur toute la longueur de la photo que vous voyez. C'est juste que vous ne voyez pas forcément les blocs qu'on a mis en carapace dessus. On les a calés à une certaine hauteur pour que le cours d'eau revienne déposer des matériaux alluvionnaires dessus.
Ça va évoluer, etc. On s'accorde quand même le fait de pouvoir revenir plus tard s'il faut ajuster des petites choses. Par exemple, vous le voyez au niveau de béton ou quoi que ce soit, si on considère que nous, c'est nécessaire, pas nécessaire, on peut réajuster avec quelques blocs. Mais vous voyez quand même que la situation avant-après n'a rien à voir. Je continue, donc ça c'est toujours sur les travaux de la tranche 2024. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que vous voyez qu'on peut quand même enlever des barrages ou des seuils qui n'ont plus de consistance à des coûts qui sont pour moi pas excessifs. C'est-à-dire là, par exemple, ce seuil-là, ça nous a coûté à peu près 100 000 euros hors taxe pour retrouver une morphologie de cours d'eau qui, vous allez le voir sur la photo suivante, je vous la mets tout de suite. Pour ce type de travaux-là, et l'agence de l'eau pourra en témoigner, c'est pas forcément excessif de mettre 100 000 euros dans une zone où vous savez que vous avez un avant-après qui, en termes de gains écologiques, est énorme entre le cours d'eau que vous voyez en bas à droite et la situation que vous avez juste au-dessus. Donc je ne m'étale pas sur la méthodologie, on a juste reproduit la même chose à chaque fois en termes de méthodologie. Et là, on a fait un choix parce que on le voit pas, vous êtes collé avec un bâtiment en rive gauche qui est quasiment dans le cours d'eau et un bâtiment en rive droite qui est Suez qui est exactement dans le cours d'eau. On a fait le choix de garder une partie du seuil à gauche et de faire tout simplement une échancrure dedans, mais ça suffit amplement. Vous le verrez je vous passe les photos suivantes, ça suffit amplement pour retrouver une vraie continuité écologique et surtout une vraie morphologie de rivière en amont et en aval. Parce que là aussi, si vous êtes attentif sur les photos, vous voyez qu'il y a tout de suite du dépôt d'alluvion qui se fait et il y a tout de suite une séquence de radiers mouilles qui a tendance à revenir très très vite. Et ça, c'est des photos qui ont été faites peut-être 2 ou 3 mois après travaux. Donc il faut imaginer que quand on va revenir dans 4-5 ans, la physionomie aura complètement changé aussi. Là, je vous montre la continuité de ces travaux-là. Donc, le seuil pagé qui était en amont, qu'on a enlevé. Il y avait un canal d'amener qui passait donc en rive droite, que je vous ai matérialisé sur ce plan-là. Et on s'est concerté avec la ville pour essayer de réaménager ce parc-là, qui était entre une friche et un parc, grand parking, on va dire. Et donc, un des enjeux pour nous, ça a été de supprimer complètement les contraintes en rive droite pour que les gens puissent réaccéder à cet endroit-là. Et honnêtement, ça a marché beaucoup plus fort que ce que je pensais en termes de gains sur la rivière. Je vous montre tout de suite la photo suivante. Ça, c'est quand on a démoli la rive droite. Donc, on a enlevé tous les murs en béton et le canal d'amener que vous voyez sur les photos, on a complètement supprimé. On a retrouvé à peu près une rivière qui fait 20-25 mètres de large de plus qu'avant. Donc, on a dû venir quand même sécuriser un minimum les berges parce qu'il faut quand même tenir l'aménagement. Mais c'est pour vous dire que dans une ville, quand vous gagnez ne serait-ce que 50 ou 100 mètres d'aménagement, où finalement vous donnez un tout petit peu de place à la rivière, la morphologie de la rivière change tout de suite. Et là, vous le voyez sur la photo de droite. Entre la photo de gauche ou la photo de droite, la rivière a tout de suite retrouvé de la place. Elle a déposé des bancs de galets quasiment dans les mois qui ont suivi. Et à terme, ça veut aussi dire que vous allez avoir moins de puissance dans le cours d'eau et moins de vitesse, et donc une tendance à déposer beaucoup plus facilement. Et franchement, j'ai été surpris moi-même. Je trouve que dans un secteur torrentiel, dans une ville comme ça, je ne m'attendais pas à ce que ça dépose aussi bien sur un tronçon qu'on a ouvert sur, je crois, c'est 70 mètres à peu près. Et là encore, à des coûts qui ne sont pas excessifs. On parle de 125 000 euros hors taxe pour faire ce type de travaux en plein centre-ville. C'est loin d'être excessif. Et ça a duré à peu près un mois. Je vous montre le secteur qu'on va faire cette année. Donc là, c'est en gros ce que je vous ai montré au niveau du parc juste au-dessus. On va reproduire ça, mais cette fois sur 300 mètres de long. Donc c'est la photo que vous avez de la rue Pierre-Morel. Donc vous voyez que le cours d'eau est très homogène, bloqué entre des habitations et un mur en béton en rive gauche. Et on va complètement enlever le béton en rive gauche pour laisser 5 à 10 mètres de place pour le cours d'eau. Et en fait, cette rue-là, on a vu avec la ville de Morée pour que la piste cyclable soit le plus décalée possible vers la montagne et que nous, les travaux GEMAPI, soit de gagner le plus possible sur le cours d'eau et venir raccorder avec leur piste et replanter toute la berge avec les arbres à la bonne hauteur. Et je dis ça parce que, par exemple, la ripisylvicie, on pourrait nous dire, bah, vous enlevez les arbres, c'est un peu bête du coup d'enlever des arbres pour replanter des arbres. Le problème qu'on a, c'est que les arbres, comme ils ont été plantés en haute berge, sur une berge qui est protégée, c'est un peu l'équivalent d'une digue, bah, les arbres se cassent tous la figure parce que la nappe est beaucoup plus bas, donc ils ont tendance à dépérir et ils tombent sur les maisons qui sont en face. Tout ça parce qu'en fait, ils n'ont pas poussé naturellement à des endroits qui sont appropriés. Donc l'enjeu pour nous, c'est de retrouver une berge un peu en pente douce, où les arbres pourront se développer beaucoup plus facilement à la bonne hauteur et liés à la nappe. Et un petit barrage que vous voyez sur le secteur des douanes, donc le seuil que vous voyez en bas à gauche, pour vous donner le retour, c'est que là, on va aller finir de démonter l'installation tout simplement parce que le barrage, il y a 4 ans, il a cédé tout seul.
Donc en fait, il y avait des planches jusqu'en haut du barrage, ça faisait à peu près 4-5 mètres de haut, et le barrage a cédé. Et il y a eu une bouffée sédimentaire d'à peu près 10-15 000 mètres cubes qui est complètement arrivée dans le Morée au moment où ce barrage-là a cédé. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple aussi que des barrages qui sont pas entretenus ou pas utilisés depuis 40-50 ans, il y a aussi des risques qui sont liés à ces barrages-là et qu'on oublie souvent et ils peuvent casser à un moment donné, tout simplement. Donc là, on a eu l'exemple en live avec ce barrage-là. Donc aujourd'hui, on a juste besoin de venir enlever les traverses et pour finir correctement ce tronçon-là. Et je voulais finir sur une petite diapo pour aller plus loin, mais pour faire le lien notamment avec le débat qu'on avait sur l'adaptation au changement climatique. On a fait un appel à projet sur la Bienne qui s'intéressait au thermie des cours d'eau, notamment sur la source de la Bienne jusqu'en bas. Et en fait, les températures étaient assez choquantes. Là, vous êtes sur un cours d'eau qui est à 700 mètres d'altitude et vous observez dans un tronçon qui est urbanisé, donc sur l'amont de Morée, l'eau arrive à peu près à 17 degrés. Et dès que la Bienne a été recalibrée à l'époque, vous passez tout de suite à 21 degrés, puis 23 degrés. Et en fait, ce qui sauve le système, c'est une résurgence, donc on est dans un système karstique, c'est une résurgence d'eau froide qui sauve complètement le système à cet endroit-là. Mais il faut imaginer que 23 degrés à 700 mètres d'altitude sur un cours d'eau torrentiel, on va au-devant de choses qui deviennent très compliquées. C'est-à-dire à 25 degrés, c'est létal pour la truite, par exemple. Donc si on commence à voir ça sur des cours d'eau comme ça, je vous laisse imaginer sur des cours d'eau de plaine, on va basculer vers des choses qu'on ne contrôle plus du tout. Et peut-être il y a un non-retour qui sera franchi à un moment donné. Ce qui est intéressant pour vous faire l'écho à ça, c'est que pour nous, ça nous a servi de se dire, OK, ce tronçon-là, il est top prioritaire et maintenant on a une action foncière pour essayer de se dire, dès qu'il y a une friche industrielle ou dès qu'il y a un bâtiment qui est possibilité, on a possibilité de le racheter, eh ben on le rachètera pour faire les mêmes types de travaux qu'on a fait dans le centre de Morée. En tout cas, c'est l'objectif qu'on essaie de bâtir à long terme, basé sur cette méthode-là. Et je vous montre l'autre photo, donc c'est les travaux dans le centre de Morée qu'on a fait. Vous observez le même phénomène, c'est-à-dire l'eau rentre dans la ville, et pourtant il y a une résurgence d'eau froide qui arrive à 14 degrés. Et ben vous verrez qu'en 1 km, elle passe à 18, 20 degrés, puis 23. Donc ça veut dire qu'à peu près en 2 km, la Bienne prend 7 à 9 degrés juste à cause de la ville. Et ça veut dire que si on veut avoir une meilleure résilience des cours d'eau, notamment dans les milieux urbains, et lutter contre les îlots de chaleur, il va falloir qu'on aille de manière assez forte dans ces milieux-là, notamment sur les barrages, notamment sur la morphologie. Il va falloir frapper fort parce que c'est cet endroit-là qui fait que, notamment si vous faites un plus 9 degrés là, ces plus 9 là, on les garde pendant des kilomètres derrière s'il n'y a pas d'apport d'eau froide. Et ça veut dire que, par exemple, la Bienne fait 70 km de long. Si déjà, dès le début du bassin, on lui rajoute 10 degrés, elle n'arrive jamais vraiment à éliminer ces degrés qu'on a pris en tête de bassin. Et donc ça, je pense, ça peut être aussi des bons leviers à expliquer à la population, de faire comprendre qu'on est face à des choses où c'est pas normal d'avoir un cours d'eau à 23 degrés dans la montagne, en plein milieu de la montagne. Voilà, donc je ne m'étale pas plus pour laisser de la place aux questions. C'était juste pour ouvrir un peu le débat là-dessus sur l'aspect thermique. Je vais Merci. arrêter le partage. Oh, comme vous voulez. Ouais, J'ai c'est bon. il y avait quelques questions. Agnès, je te laisse les faire remonter. Oui, on a quelques questions, effectivement. Une première, est-ce que vous avez aménagé un lit mineur réduit pour mieux résister aux périodes de sécheresse? Alors, on a essayé de faire au mieux parce qu'il faut imaginer que pour tenir dans la Bienne, des blocs, par exemple, à part mettre des blocs de 1000 ou 1200, ce qui est déjà énorme, c'est très compliqué. On reste toujours bloqué entre deux murs, qu'on le veuille ou non, donc c'est très compliqué d'aménager des banquettes. Donc nous, notre pari, ça a été de dire, on essaye de mettre beaucoup de gros blocs. Parce que par exemple, on ne peut pas faire des banquettes en risberme ou en toile coco ou des choses comme ça parce qu'elles vont se faire arracher en milieu torrentiel. Par contre, je peux vous donner l'exemple de d'autres endroits où ils l'ont fait comme ça. Par exemple, à Salins-les-Bains sur la Furieuse, ils ont pu se permettre de faire des aménagements un peu plus en banquette et risberme parce que le cours d'eau s'y prête peut-être un peu plus, il y a peut-être un peu moins de pente. Mais on a essayé d'aménager un chenal d'étiage et il a tendance à se refaire tout seul parce qu'on sait qu'il y a l'apport sédimentaire qui se fait par le haut du bassin qui a tendance à déposer plus facilement, du coup. Ok, merci. Une autre question, est-ce que cela signifie que la Bienne ne peut plus avoir, entre guillemets, d'utilité économique ou conflit d'usage?
Pas facile comme question. Ouais. Non, ça veut pas dire. Je vais vous donner l'exemple simple. On a fait le choix avec la ville, notamment un des seuils qui est plus bas, qui nous paraissait très difficilement aménageable et qui est le plus gros du secteur, de dire bah lui, faites une étude si vous voulez sur l'hydroélectricité ou quoi que ce soit, ça ne nous dérange pas parce qu'on pense qu'on sera jamais capable de l'aménager. Mais c'est des choix un peu stratégiques à un moment donné qui ont été décidés aussi avec la ville, de dire nous on fait des efforts d'avoir une vraie continuité sur des tronçons assez importants et d'avoir une vraie réflexion sur d'autres. Maintenant, l'aspect conflit d'usage, moi je pense qu'à partir du moment où vous avez des barrages sur un cours d'eau, de toute façon vous aurez conflit d'usage. Vous pouvez pas, on ne peut pas restaurer des cours d'eau et aménager des barrages en même temps. Il y aura des choix à faire en fonction des secteurs. Et nous, ce qu'on essaye d'orienter les gens, c'est de dire, bah, si à un moment donné, vous choisissez de faire de l'hydroélectricité, vous essayez de diminuer vos impacts le plus possible, et on compose avec. Et à contrario, si vous avez des secteurs où, comme dans le centre de Morée, vous avez un seuil tous les 400 mètres, il est évident que si on ne touche pas à ces seuils-là, on ne peut pas restaurer le cours d'eau. C'est quasiment impossible. Parce que vous serez face à un stockage sédimentaire qui est trop important et en fait, c'est ce qu'on appelle des cours d'eau en escalier, c'est-à-dire au bout d'un moment, vous avez un cours d'eau où ça fait que des marches et malheureusement, si vous n'arrivez pas à enlever ça, c'est quasiment impossible de restaurer quoi que ce soit. Une autre question, avez-vous dû prendre des mesures concernant les espèces invasives, type renouée? Alors sur les secteurs de travaux, on n'avait pas d'espèces invasives, donc ça nous allait bien. Je sais qu'il y en a un petit peu plus haut sur le bassin, sur des petites taches, etc. Et nous, enfin, très honnêtement, je vous donne nos modalités d'intervention. C'est vrai que nous, au niveau du PNR, on n'intervient pas forcément excessivement sur les espèces invasives. C'est pas que c'est un combat perdu, mais c'est que ça coûte très très cher. Et on a fait des choix un peu stratégiques au niveau de notre syndicat, en tout cas au niveau GEMAPI, de mettre le paquet sur les travaux de restauration morphologique et de continuité, plutôt que sur la partie espèces invasives. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas de temps en temps. Mais on essaye de le faire au mieux. Je vous donne un exemple sur la valserine où mon collègue travaille. Ils essayent de lutter contre la renouée, par exemple, avec des techniques par sel, bâchage, etc. Et on s'aperçoit que c'est pas peine perdue, mais en tout cas, c'est très, très difficile de limiter la dispersion et de le faire correctement. Parce qu'en fait, ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend de l'entretien des routes, par exemple, et des autres acteurs autour. Et le volet espèces invasives est très difficile à contenir pour nous. Donc, on le prend en charge le mieux possible en phase chantier. Mais là, en l'occurrence, sur Morée, il n'y a pas forcément eu besoin parce que les tronçons n'étaient pas dedans sur des zones concernées. Ouais, ok, merci. Et du coup, on a deux questions là sur les sédiments. Oui. Effectivement, avec la requalification du cours d'eau et le dépôt sédimentaire spontané, est-ce qu'il n'y a pas un risque de rehausse à terme, voire d'obstruction de certaines portions? Bah, ça, j'ai envie de vous dire peut-être. Alors honnêtement, j'y crois pas parce que vu qu'on est bloqué entre deux murs avec une puissance qui est démentielle sur la Bienne, je pense que honnêtement, on fait face plus à un risque d'érosion que de comblage progressif par les sédiments. J'y crois pas trop parce que la pente est assez forte. Quand vous êtes à 3, 4, 5% sur des rampes, il n'y a pas de raison que l'alluvionnaire qui vient de l'amont et qui n'est pas une gamme de granulos qui est très conséquente. On est plutôt sur des granulos style gravier ou on va dire galets. Je ne pense pas qu'il y aura d'énormes blocages là-dessus. Et après, si ça fait partie du jeu, quoi. J'ai envie de vous dire, si on ne prend pas ce risque-là sur certains tronçons, nous, c'est un pari qu'on fait de se dire, OK, bah, syndicat GEMAPI, s'il faudra qu'on intervienne, on interviendra. Mais en tout cas, c'est pas le. Voilà, ça fait partie du. Ça reste un cours d'eau, c'est vivant, donc il faudra composer avec s'il faut qu'on compose avec, quoi. Et alors justement, on nous demande si est-ce qu'il y a eu des pluies torrentielles depuis les aménagements et est-ce que ça tient? Donc a priori oui. Ça tient pour le moment, hein, et puisque je vous ai dit, hein, si vraiment faut. Honnêtement, si on voit qu'il y aura péril dans la demeure et qu'il faut rajouter quelques blocs ou aménager des aménagements différents, parce qu'on a fait le pari quand même que sur 8 seuils, il n'y en avait qu'un seul où on se permettait de stabiliser les berges avec du béton. Ça a été un choix volontaire de se dire on ne veut pas mettre du béton partout. Donc ça a été un pari aussi de jouer sur l'enchevêtrement des blocs, etc., de le faire de cette manière-là. Si on voit qu'à un moment donné, il faut rajouter 10-20 blocs en louant une grue à la journée, on le fera. Si on voit qu'il y a vraiment un problème de ce point de vue-là. Mais sincèrement, j'y crois pas. Pour le moment, ça a tenu. On a pris quand même des crues qui sont pas exceptionnelles, hein, mais c'est monté à plusieurs dizaines de mètres cubes, etc. dans ce tronçon-là. Donc peut-être une Q3, Q4. Donc voilà. Pour le moment, ça tient et on complétera s'il y a besoin. Et dernière question, puis après on passe à la présentation suivante. Est-ce qu'il y a d'autres actions similaires à celles réalisées là à Morée
qui sont prévus le long de la Bienne? Alors, le long de la Bienne, il faut avoir en tête que nous, les années précédentes, on a fait des gros travaux de restauration à Jeure-l'Avancier, alors qui sont pas de cet ordre-là, mais on a supprimé beaucoup de digues. Sur 3 kilomètres de cours d'eau, on a enlevé des kilomètres de digues et de fausses extractions de la Bienne, donc ça a déjà été fait. Là, on a fait un focus sur le centre de Morée, mais cette année, on a aussi fait des travaux équivalents un peu en centre-ville, sur les berges de Bienne dans Saint-Claude, et on en a fait aussi sur une commune plus bas. Là, où on a fait beaucoup de techniques végétales parce qu'on pouvait se le permettre. Donc on a fait par exemple les aménagements que vous voyez dans le centre-ville de Morée, on a fait ça sur le Tacon. Sur le Tacon, au lieu de faire nos enrochements, parce qu'on avait un peu plus de place, on s'est permis de mettre des troncs d'arbres dedans, des souches et des techniques mixtes pour essayer de faire des protections de berges, mais qu'avec du végétal, par exemple. Donc on a essayé de pousser le concept un peu plus loin. Morée est très contraint. Mais oui, pour les prochaines années, par exemple, moi j'ai déjà en tête la tranche 4 qui est en amont de Morée, où on a pu négocier l'achat, ce que je vous disais tout à l'heure, on a pu négocier l'achat d'une parcelle qui nous a servi de plateforme de dépôt pendant nos travaux. Et on va pouvoir restaurer 300 mètres de cours d'eau où il y a eu énormément de remblais et de protection de berges qui ont été faites. Donc il y a déjà d'autres secteurs qui sont prévus pour les années suivantes sur la même philosophie. Et la ville, ça lui a plu parce que les gens commencent à en voir l'intérêt, y compris les élus. Et ça veut dire que maintenant, même quand il y a des choix de vente de friches, de berges ou quoi que ce soit, on nous contacte pour nous dire, OK, il y a moyen de faire un projet urbain Gemapi, quoi. Donc ça a le mérite de créer la dynamique pour que les élus savent qu'on peut allier les deux et c'est faisable, quoi. Merci Romain. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci pour tous ces éléments de précision. Quand on va passer à la présentation suivante, donc en Bourgogne-Franche-Comté comme ailleurs en France, hein, d'ailleurs, on a des projets qui visent justement à améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les projets d'aménagement ou d'adaptation au changement climatique. Qu'on a évoqué tout à l'heure, le programme Life Artisan, porté par l'OFB, et aussi le programme Territoire engagé pour la nature, qui est porté par l'Agence régionale de la biodiversité, qui, voilà, tous deux disposent de nombreux outils et ressources qui peuvent être mobilisables par les territoires et les acteurs qui mènent ce genre de projet. Je vais laisser Emmanuel Tauris, du coup, vous présenter tout ça. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Moi, je ne vous vois pas. Ok, super. Donc effectivement, moi je travaille au sein de l'OFB où j'anime le projet Life Artisan en région. Donc le Life Artisan, qu'est-ce que c'est? C'est un projet piloté par l'OFB et mis en œuvre avec l'appui de 27 bénéficiaires associés et qui vise à créer les conditions d'une généralisation du recours au SFN, donc aux solutions fondées sur la nature, pour adapter nos territoires au changement climatique. Alors pour ça, diverses actions sont menées à plusieurs échelles. À l'échelle nationale, d'abord, de nombreux outils et ressources portant sur les SFN sont produits et mis à disposition de tous en ligne. Un réseau d'acteurs est également animé au travers de la tenue de groupes de travail thématiques, de l'organisation de forums et de l'organisation de trophées d'adaptation. À l'échelle régionale, ensuite, on a un animateur par région qui met en œuvre des actions pour faire connaître ces solutions fondées sur la nature et faciliter leur émergence. Donc ça passe par notamment des actions de sensibilisation, de valorisation des projets locaux et d'appui aux porteurs de projets. Et enfin, à l'échelle locale, on a un programme démonstrateur avec des sites pilotes qui ont été financés dans le cadre du projet et qui font l'objet d'un suivi sur plusieurs années pour démontrer justement les bénéfices de CSFN. Donc j'évoquais la production de ressources. Eh bien, toutes ces ressources produites dans le cadre du projet sont disponibles sur une page dédiée sur le site de l'OFB et aussi sur le Centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique, le CRAC, qui dispose d'une page dédiée au SFN. Alors, ce serait trop long de vous lister tous les documents, toutes les productions qui existent aujourd'hui et qu'on peut retrouver sur ces sites. Mais sachez que vous allez pouvoir y trouver des études, des guides comme ceux par exemple qui sont illustrés là sur la slide. Donc, un guide sur comment planifier les SFN, un guide des bonnes pratiques à mettre en œuvre en forêt qui est issu du groupe thématique national sur la forêt justement. Mais vous allez aussi pouvoir trouver des fiches retour d'expérience de projets déjà mis en œuvre aussi par exemple. Mais aujourd'hui, je voulais mettre en lumière 2 ressources en particulier qui ont été mises en ligne récemment.
Alors, la première, elle a été intitulée Publication spéciale et elle est destinée aux décideurs. Donc, celle-là, elle présente le concept de SFN et elle présente aussi une sélection d'actions de type SFN qui sont expliquées et illustrées par des projets, encore une fois, déjà mis en œuvre sur le territoire. Et la seconde publication, elle a été appelée donc boîte à outils et celle-là, elle est plutôt destinée aux techniciens et on va y trouver des parcours détaillés pour mettre en œuvre étape par étape une démarche d'adaptation au changement climatique qui mobilise des SFN. Donc on a une première publication qui vise plutôt à convaincre et une autre qui vise plutôt à passer à l'action. Et donc là, je vous propose de vous montrer rapidement à quoi ces web publications ressemblent, sachant que l'objectif, c'est pas de rentrer vraiment dans le détail du contenu. Alors, comment je fais? Hop. Mais plutôt de vous donner un aperçu des informations que vous allez pouvoir y trouver. Donc là, ici, on a la première publication, la publication spéciale. Hop, donc si je clique sur Découvrir, on a d'abord une page d'accueil qui permet d'accéder aux différents contenus de la publication. Donc si je clique sur, par exemple, Territoire en première ligne, on a une première page qui aborde de manière vraiment très synthétique les enjeux relatifs au changement climatique et au déclin de la biodiversité avec voilà, quelques chiffres clés. Pour passer à la page suivante, on peut soit utiliser les flèches là sur les côtés, soit les onglets en haut de la page. La deuxième page, quant à elle, présente le concept de SFN. Voilà, la définition qui a été adoptée par l'Assemblée des Nations Unies et des arguments en faveur de ce type de solution. Avec souvent sur la page, on a des boutons qui permettent voilà, de dérouler les choses et d'avoir un peu plus de détails sur les éléments qui sont présentés sur la page principale. La troisième page, elle, nous informe sur la place qu'occupent les SFN dans les politiques nationales et européennes, et aussi sur le rôle que jouent les élus dans leur déploiement. Elle rappelle que des financements sont disponibles et fait le point sur quelques idées reçues aussi qu'on a déjà un peu pu évoquer sur ces SFN. La quatrième page rappelle que le premier enjeu quand même en matière de biodiversité, c'est de préserver l'existant. Et elle précise les leviers dont disposent les élus pour justement assurer cette préservation, avec des infos sur la planification, mais pas que, et des ressources assez phares à consulter. Et enfin, la cinquième page va permettre d'accéder à des exemples d'actions de type SFN par type d'enjeu. Donc on a des exemples pour l'adaptation du milieu agricole, du milieu urbain, du milieu forestier, de la montagne, du littoral, même si on n'est pas concerné ici, et aussi des actions pour prévenir les risques liés à l'eau. Donc si je choisis par exemple le milieu agricole, hop, si je clique dessus, on a d'abord quelques mots sur les impacts du changement climatique sur ce milieu et des propositions d'action. Donc ici, préserver et restaurer les haies, promouvoir les pratiques agroécologiques et la diversification, développer l'agroforesterie, préserver et restaurer les zones humides, hein, on l'évoquait tout à l'heure. Et quand je clique sur l'action, je vais avoir des informations sur son intérêt, donc pourquoi c'est important, sur le principe, en quoi ça consiste, des informations sur les divers bénéfices de cette action en matière d'adaptation au changement climatique, de gains en biodiversité et autres, des éléments sur les coûts et aides disponibles, sur les ressources clés, et aussi à chaque fois un exemple d'un projet qui a déjà été mis en œuvre avec voilà, un petit retour d'expérience. Et on va retrouver voilà, ce même type d'information pour chaque type d'enjeu qui était indiqué dans l'infographie. Donc voilà, ça c'est pour la première publication. Ensuite, pour la deuxième, là on a une interface un peu différente, avec donc à nouveau des éléments sur le concept de SFN et sur les bonnes raisons de les choisir. Un bref mode d'emploi de l'outil. Et puis,
la même infographie que dans la première publication. Mais cette fois, quand je vais cliquer sur un des enjeux, qui sont les mêmes que dans le premier document, j'obtiens une interface un peu différente de celle qui apparaissait la première fois. Voilà, donc là, si je me rends sur je veux rendre ma ville plus durable, je vais avoir donc quelques mots sur les enjeux du milieu, sur comment les SFN peuvent apporter des réponses à ces enjeux, des éléments sur les conditions de réussite d'une démarche d'adaptation dans ce milieu précis, des éléments sur comment initier les démarches et ensuite des informations sur justement les étapes à mener dans le cadre d'une démarche d'adaptation. Voilà, donc si je clique, je sais pas, par exemple sur concevoir et réaliser les SFN, hop, j'arrive sur une nouvelle page avec les sous-étapes à mener. Et en fait, pour chaque type d'enjeu, on va retrouver un peu les mêmes conditions et les mêmes étapes, mais en fonction du milieu qu'on a choisi, le contenu change un peu et on a des focus sur le milieu concerné. Voilà, avec des éléments et de ressources différentes. Donc, le plus simple, ça reste encore que vous naviguiez vous-même dans ces deux outils. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Les liens seront sur le support et aussi à diffuser ces éléments aux personnes qui pourraient être intéressées autour de vous. Donc ça, c'était pour les 2 web publications. Et aussi, donc au-delà de ces ressources, sachez que plusieurs acteurs régionaux peuvent vous accompagner dans vos projets de SFN. Donc l'OFB d'abord au travers de ce programme Life Artisan, mais aussi l'ARB, l'Agence régionale pour la biodiversité, notamment au travers de leur dispositif TEN. Donc TEN pour Territoire engagé pour la nature, qui est un dispositif dédié spécifiquement aux communes et intercommunalités qui souhaitent soit initier une démarche en faveur de la biodiversité, soit poursuivre une démarche déjà engagée et qui aimeraient faire reconnaître et valoriser cette démarche. Donc, en intégrant le dispositif, la commune ou l'interco va pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour formaliser un programme d'action, en sachant que je précise que ce programme d'action doit intégrer obligatoirement une SFN pour l'adaptation au changement climatique, d'un accès à des données, d'un accès au financement facilité, d'une visibilité et aussi d'un accès à un réseau, le réseau des territoires engagés, pour aussi échanger et monter en compétences collectivement sur ces questions de biodiversité. Voilà, donc c'est un programme déployé par un collectif régional qui est composé de l'OFB, de l'ADREAL, des agences de l'eau de la région et de l'ARB. Et on a aujourd'hui 29 territoires qui ont été reconnus engagés pour la nature. Et vous retrouverez plus d'informations sur ce dispositif sur la page dédiée de l'ARB. Voilà. Merci Emmanuel pour ces 2 présentations. Je n'ai pas vu spécialement de questions et François Rollin voulait intervenir. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Juste un petit mot pour vraiment insister sur un point qui a été évoqué par chacun de nos intervenants. C'est le fait que ces solutions fondées sur la nature et ces projets de restauration des fonctionnalités de nos hydrosystèmes, ce sont des projets peu coûteux. Il faut le dire, hein, ça peut être impressionnant pendant la phase travaux, ça peut être des budgets qui apparaissent importants, mais en réalité, ce sont de petits budgets. Si je prends la ligne budgétaire dédiée à la restauration des rivières et des zones humides, elle pèse 20%, même moins de 20% de notre budget total dans nos aides. Donc, avec finalement peu de moyens, on réussit à faire de grandes choses et des projets qui apportent des bénéfices multiples. Et donc, faut vraiment lutter contre l'idée reçue que ces travaux-là sont coûteux. C'est pas vrai. Dans l'absolu, ils coûtent pas très cher et en plus, ils sont très bien financés. Et les questions de financement sont rarement ou même jamais un sujet de blocage pour leur réalisation. Donc, le fait de financer ça pour les agences de l'eau n'amène pas à réduire les financements qu'on apporte par ailleurs sur l'eau potable ou sur l'assainissement. On reste très très fortement mobilisé sur ces sujets-là, qui restent les gros morceaux de nos maquettes budgétaires. Donc, cet élément financier, il est vraiment important
on est sur des solutions qui ont un rapport coût-bénéfice qui est vraiment extrêmement bon. Merci de souligner ça, merci pour cette précision. On va pouvoir passer à la suite et même pouvoir clôturer ce webinaire par quelques actualités du côté du GRAC. Comme toujours, vous pouvez retrouver les ressources qui sont élaborées dans le cadre du GRAC sur le site d'Alter. Quelques mots donc, sur les perspectives en 2025. Donc, on continuera à vous proposer des webinaires simplement dans l'idée d'aider les territoires à s'emparer des outils disponibles dans la région. On va plutôt vous proposer en 2025 des webinaires axés sur la présentation d'outils, comme on avait pu le faire avec la présentation de Climate Story en 2024. Si certains d'entre vous avaient participé à ces webinaires de présentation de l'outil Climate Story, voilà, on restera sur plutôt un format un peu plus court et centré sur les outils, tout simplement pour mieux accompagner la montée en compétences des territoires sur ces questions-là, sur le déploiement des ressources et outils disponibles en région. On continuera aussi à faire des fiches retour d'expérience. On en a plusieurs qui sont déjà disponibles et d'autres qui sont en cours d'élaboration. Et puis, un petit mot aussi sur ces publications repères et infographies avec les chiffres clés du climat. Sachez que l'infographie, donc, qui avait été créée en 2020, va être mise à jour cette année, donc avec des nouveaux des chiffres clés mis à jour sur les impacts du changement climatique. Donc, c'est une infographie qui prenait des chiffres clés sur l'évolution du climat et sur les impacts dans différents domaines, donc sur la biodiversité, le tourisme, la santé, etc. Donc voilà, donc on va reprendre un petit peu ce travail-là pour les mettre à jour 5 ans après la première édition de cette infographie. Et donc, elle sera publiée, cette infographie, dans une publication repère flash. Donc, c'est un nouveau format qu'on a développé à Alter. C'est un repère en 4 pages. Donc, à l'intérieur, vous retrouverez l'infographie. Donc, ça, l'apparition est prévue plutôt pour la fin d'année, donc au mois de novembre 2025. Et puis, la grosse nouveauté cette année, c'est ce qu'a abordé François Rollin en ouverture de ce webinaire, c'est qu'il y a un AMI, donc adaptation qui a été lancé en Bourgogne-Franche-Comté, qui est coporté par l'ADEME et l'Agence de l'eau RMC, qui vise à accompagner les collectivités territoriales qui souhaitent mettre en place une stratégie d'adaptation au changement climatique sur leur territoire. Et donc, ce dispositif va accompagner les collectivités dans la démarche TACT, donc, qui est la démarche développée par l'ADEME pour élaborer une stratégie d'adaptation au changement climatique de A à Z, donc du diagnostic de vulnérabilité jusqu'au suivi des mesures et à l'évaluation de la stratégie. Et donc, l'idée de cette AMI, c'est de pouvoir prendre les candidats là où ils en sont, c'est-à-dire voilà, que vous en soyez à la phase diagnostic, que vous n'ayez pas encore de diagnostic, que vous soyez déjà un peu plus avancé dans la mise en œuvre d'action, vous pouvez candidater à cette AMI. Je vous remettrai le lien dans le chat. Et puis, bon, vous aurez accès. Et comme l'a dit François, c'est pas très difficile à trouver si vous cherchez sur les navigateurs. Donc, on accueille les candidatures jusqu'à fin mars et on reste à disposition côté ADEME, Patricia Dubois, côté Agence de l'eau, Sophie Carême, ou moi-même si vous le souhaitez, pour toute question. Comme toujours, donc un questionnaire un questionnaire d'évaluation du webinaire va vous être envoyé là, tout à l'heure. Je vous remercie tous pour votre présence, votre attention. Vous avez été assez nombreux aujourd'hui sur cette thématique-là, donc merci pour votre intérêt. Et puis, on se retrouve, j'espère, lors de prochains événements. Bonne journée à tous.